Bonjour à tous, merci d'être à l'heure et au rendez-vous. Alors j'ai fait un tour de table, tout à l'heure pour m'enquérir un peu des nouvelles. J'imagine que tout le monde va bien. Si vous êtes là, c'est que ça va à la pleine forme. Donc c'est très bien. Ça va bien. Voilà. En tout cas, content de vous voir. Alors tout à l'heure, on a rapidement parlé de deux, trois choses. Je voulais savoir si tout le monde a reçu les dictionnaires, les liens pour télécharger les dictionnaires. Il y en a quelques-uns. Est-ce que tout le monde a reçu? Oui. Oui. D'accord, parfait. Et puis, à part Sophia, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas eu la note concernant le cours du jour, c'est-à-dire un cours consacré à une divinité égyptienne importante qu'on appelle Atum? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas informés de cela? Moi, je ne suis pas informé. Aujourd'hui, Aussi, j'ai pas reçu la note. D'accord, c'était Atum. dans le groupe WhatsApp que j'ai publié. Groupe échange. En fait, c'est dans le groupe échange. Du coup, ça se noie dans D'accord. le flot de messages, ouais, dans le flot d'échange. D'accord. Bon. OK, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais juste faire une petite mise à jour. Bon, déjà, on va parler en fait de ce que vous aviez à lire. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont nouveaux. Je vais commencer par Sophia, puisque c'est elle qui a mentionné ce fait. Donc, j'imagine qu'elle a fait ses lectures. Est-ce que tu peux nous parler donc de la leçon numéro 2 consacrée aux origines des anciens Égyptiens? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu as retenu Alors, ce que j'ai retenu dessus, c'est essentiellement le témoignage des anciens, c'est-à-dire ceux qui sont contemporains, soit des Égyptiens ou au moins des cultures qui s'en rapportent de manière très très proche. Tout d'abord Hérodote. Hérodote, donc, qui est un peu considéré dans l'histoire par le père de l'histoire, hein. Quand même, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois. Non, il faut souvent préciser. C'est bien, je comprends ce que tu veux dire. Comme ça qu'on l'appelle, voilà. C'est dans le paradigme. Père On de est bien d'accord. l'histoire pour les Grecs et les Européens. C'est ça. D'accord? C'est ça. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, si on va dans n'importe quelle fac et qu'on parle d'Hérodote, on considère. C'est pour ça que j'ai dit considérer. Hein. Ouais, c'est très important. Ça n'a l'air de rien. Ce n'est pas une guerre pour faire. Non, tout à fait. Mais je comprends c'est important bien. de préciser parce qu'il n'est pas le père de l'histoire pour tout le monde et c'est normal. Exactement. Voilà. Tout à fait. Donc, il a donné un témoignage sur les Égyptiens, un témoignage sur leur physique, en disant très clairement qu'ils avaient la peau noire. Et d'ailleurs, le terme en grec qu'il utilise pour dire noir, c'est le terme qui signifie le plus noir possible. Je me souviens, Agamélanès, quelque chose comme ça, Agamélanès, et ça veut dire très, très noir. Donc, c'est important de le souligner parce que justement, dans tous les débats qu'il y a eu, ça laissait pas d'équivoque. Si on dit que c'est le père de l'histoire, on peut pas rejeter par ailleurs un tel écrit aussi clair et aussi sans équivoque. Donc, il a parlé de ça, de leur peau, mais également de leurs cheveux, en disant qu'ils avaient les cheveux crépus, mais également de leurs coutumes. Où il parle justement de la circoncision. Exact. En disant que les Kolches avaient pris en fait cette pratique culturelle chez les Égyptiens. Donc, entre le témoignage physique, que ce soit sur la peau ou sur les cheveux, je pense que le propos est sans équivoque et que on peut au moins reconnaître ça au père de l'histoire, entre guillemets. Voilà. Et donc, il y a eu lui, il y a eu aussi Lucien, c'est ça, si je me souviens de son nom. Lucien, oui. Pareil, qui ont vraiment parlé sans aucune équivoque de la peau noire.
Bon, après, au-delà d'Hérodote, il y a quand même eu Diodore de Sicile Mhm. qui a laissé de grands témoignages. C'était des gens quand même qui disaient tout ce qu'ils voyaient, qui consignaient absolument tout ce qu'ils voyaient dans des livres. Et lui, Diodore de Sicile, situe, au-delà de la peau, tout ça, il situe la provenance de la colonie d'Égypte, Mhm. conduite donc selon les traditions égyptiennes par Osiris, mais aussi selon les traditions, attendez, je ne veux pas dire de bêtises, c'est éthiopienne, c'est ça? Oui, C'est ça qui disent que bon, c'est une colonie qui est venue de chez eux et qui s'est Mhm. installée. Et l'Éthiopie, il la situe Exact. en disant que c'est le Midi et aujourd'hui, ce qui correspondrait à la région des Grands Lacs, Exact. tout ce, Exact. Exact. bon, Charanta Diop aussi a beaucoup travaillé dessus. Il a travaillé dessus sur des dimensions, sur énormément de dimensions, notamment l'ostéologie, donc Mhm. l'analyse des os, c'est le canon de Lepsus, je crois, Mhm. Mhm. ça. Mhm. Mhm. Voilà, donc c'est le canon de Lepsus qui est très clair, qui est quelque chose qui est utilisé par tout le monde, mais quand l'Égyptien passe par le canon de Lepsus, bizarrement, le canon de Lepsus n'est plus très crédible. Donc, C'est ça le problème, effectivement. c'était ça un peu la bataille, Mhm. d'où l'importance de connaître vraiment où se situent les sciences et d'être dans le débat scientifique de fond, quoi. Absolument. Mhm. Grosso modo, c'est ce que j'ai retenu. C'est très bien. C'est très Voilà. bien. Je te félicite pour ce résumé Merci. exhaustif. Je veux dire, c'est clair. Si tu le dis à quelqu'un, tu es dans un débat, une discussion avec quelqu'un, voilà, ça montre que tu sais de quoi tu parles et c'est très bien. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose par rapport à ça? Non. Non, je pense pas. Hein. Un parfait résumé. Mhm. C'est bien Ok. résumé. Parfait, parfait. Ben, je vais juste faire une note ici. Poser quelques questions. Bon, juste pour m'assurer que. Bon, l'application. Bon, comme j'ai plusieurs applications ouvertes, c'est compliqué. Alors, est-ce que vous pouvez aller à la page questions? Parce que chez moi, j'ai plusieurs applications, donc ça coince. Ça rame, mais je ne veux pas perdre de temps là-dessus. Est-ce que vous pouvez aller aux questions sur la leçon numéro 2 et passer en revue les questions, éventuellement apporter des réponses? Je sais qu'elle a déjà fait un résumé. Elle a pratiquement tout dit, hein. Les réponses sont dans son intervention, en fait. Voilà, mais on peut quand même les reprendre. C'était important. Oui, La oui, oui. répétition, c'est pas mauvais. La première question, Hérodote, je voudrais savoir, pardon, que dit Hérodote à propos du phénotype des anciens Égyptiens? C'est ça la première question. Parfait. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il dit, Sylvie? Bon, moi, j'ai juste retenu qu'il se basait en fait sur les phénotypes, c'est-à-dire la couleur de la peau et les cheveux crépus. Mhm. Et j'ai vu quelqu'un d'autre, je ne me rappelle pas trop c'est qui, mais qui a parlé des lèvres lupues et des jambes grêles, un peu. Mhm. Vraiment, c'est basé juste sur le phénotype, Mhm. sans aller plus loin, oui, c'est ça. OK. Selon la vision d'Hérodote, quoi. Mhm. OK, parfait. La seconde question. La seconde question, c'est que dit Diodore de Sicile à propos de l'origine des anciens Égyptiens? Et qu'est-ce qu'il dit? Attendez, la question 2. Donc, ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il a dit au départ que les Éthiopiens sont les premiers hommes, qu'il a relevé que c'était les premiers hommes à l'origine et qu'ils ne sont pas venus de l'étranger, donc, et que c'était des autochtones. Donc, et puis il a dit que c'était les premiers hommes sur la Terre. Exact. Effectivement. Voilà. Effectivement. OK. Est-ce qu'il y avait une autre question ou je n'ai pas le document sous les yeux. Je peux la lire. Hein. Où se trouve l'Éthiopie d'après les auteurs grecs? Oui. Et où donc, se trouve-t-elle? moi, j'ai retenu que c'était la ligne équatoriale dans le Midi. Il a dit en précisant que c'est la région la plus voisine du Soleil. Donc, exactement. Exactement. Le Midi. Donc,
Le Midi, c'est ça. Donc, j'ai vu que c'était le Congo, le Gabon, le Kenya, l'Ouganda et la Somalie. À peu Exact. près ces zones-là. Parfait. Ben, c'est aussi dans ces lieux que l'humanité a vu le jour, Le jour, d'après ce que nous disent les paléontologues, parce qu'il faut toujours voilà. Ouais, nuancer le propos. Hein. C'est important de savoir que ça reste quand même un mystère. Et bon, l'humanité, c'est un mystère, il faut quand même se le dire. Théodore de Sicile parle de l'humanité, il parle d'un certain nombre de choses qui auraient euh, permis l'apparition des premiers hommes, mais bon, ça restait quand même des hypothèses. La tradition africaine, généralement, utilise les cosmogonies. On va en parler aujourd'hui un peu, puisque nous allons parler du premier corpus philosophique et religieux attesté dans l'histoire de l'humanité, à travers une divinité que les égyptologues appellent Atum. Mais les Africains expliquent en fait l'apparition de l'univers et des hommes par le moyen des cosmogonies, qui sont des mythes fondateurs. Voilà, et c'est une manière aussi d'aborder la question qu'il ne faut pas négliger, parce qu'aujourd'hui, dire que les hommes viennent des singes, ce genre de choses, je suis quand même relativement sceptique, même si je peux l'admettre, hein, mais ça reste quand même questionnable. On ne peut pas l'affirmer comme ça et dire que c'est une vérité éternelle. Ça, c'est quand même important de savoir. OK, donc aujourd'hui, j'ai préparé donc un document pour vous. Nous allons en parler et les motifs pour cela, en fait, sont simples. Je vais les exposer juste après, m'être assuré que vous avez le document en visuel. Parfait. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui, oui. Oui, c'est bon. Oui, Voilà. c'est parfait. Donc, alors, le thème du jour, hein, c'est la nature des hiéroglyphes, partie 1. Pourquoi? Parce que ce cours est quand même consacré à la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens. Il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte parce que c'est quand même une écriture sacrée, divine. Bon, vous allez vous en rendre compte même aujourd'hui, déjà, vous allez le sentir. Et j'ai voulu donc introduire le sujet par le moyen de la cosmogonie parce qu'il faut savoir que ces signes dont nous allons abondamment parler ont un vecteur, ont une naissance. Et ce vecteur, historiquement, tout au moins, c'est la première fois qu'on parle de l'apparition des signes et des divinités, on mettrait donc des guillemets, c'est dans la cosmogonie cosmopolitaine qui met en scène une divinité qu'on appelle Atum. Donc, pour comprendre ce que c'est qu'un signe, pour comprendre ce que c'est qu'un hiéroglyphe, vous devez savoir qui est Atum. C'est fondamental. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est très important Enfin, j'ai jugé que c'était important. Alors aujourd'hui, c'est la première partie, comme vous le voyez, parce que évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement dense. La semaine prochaine, nous allons aborder un aspect beaucoup plus technique lié à la formation, c'est-à-dire nous allons parler de la langue copte. Et ensuite, nous allons revenir sur les hiéroglyphes parce que j'ai souhaité, comment dire, j'allais dire, échelonner la formation de cette manière, c'est-à-dire un aspect technique et un aspect j'allais dire, spirituel, traditionnel, je ne sais pas comment le dire, mais tout au moins, vous devez avoir le bagage cosmogonique ou mythographique, si on veut, pour comprendre. Il ne s'agit pas simplement de faire des hiéroglyphes pour en faire. Si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, vous n'allez pas saisir la pensée symbolique du sujet égyptien. Donc, nous allons procéder de cette manière. Ce sera toujours en 2 temps. Donc, un temps consacré à des choses que vous ne lirez pas dans les bouquins, tout au moins les bouquins qui sont publiés jusqu'ici, parce que les égyptologues ne savent pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et d'autres éléments qui viennent avec l'étude pratique, si on veut, des caractères sacrés égyptiens, dont notamment l'étude du copte, les mutations phonétiques, ce genre de choses que vous devez également connaître, maîtriser. C'est-à-dire, vous devez savoir ce que c'est qu'un homonyme, un homophone, un homographe, la métathèse, ce genre de choses. Bon, j'en parle un peu dans le manuel, vous trouverez des éléments qui abordent donc ce sujet, ces sujets, mais naturellement, nous allons y revenir. Donc, c'est comme ça que j'ai souhaité conduire justement cette partie, ce premier module, parce que vous devez avoir les 2 aspects. Un aspect, j'allais dire, traditionnel, qui vient de l'Afrique profonde, et un aspect, on va dire,
je n'aime pas opposer la traditionnalité à la modernité parce que pour moi, il n'y a pas une opposition, mais tout au moins qui vient des temps contemporains à travers les ouvrages que vous pouvez lire parce qu'il y a quand même un certain nombre de documents qui existent, notamment en égyptologie, qui parlent des caractères sacrés égyptiens. Donc, c'est important quand même qu'on en parle aussi parce qu'il y a une manière d'aborder la chose, il y a une pertinence aussi à aller voir ce que d'autres ont pu faire dans le domaine, notamment les égyptologues européens, ce genre de choses. Voilà. Donc, le sujet du jour, c'est bien cela, c'est la nature des hiéroglyphes parce que j'ai voulu, comme je le dis, que vous ayez une bonne perspective. Vous devez savoir comment ça commence, d'où ça vient, pour savoir ce que c'est. Voilà, c'est fondamental. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair de ce que j'ai dit jusqu'ici? Oui, c'est parfait. Parfait. Oui, ça va. Donc, nous allons introduire le sujet par la cosmogonie héliopolitaine. La cosmogonie héliopolitaine, pourquoi Héliopolis? Pourquoi héliopolitaine? C'est simplement parce que c'est un mot que les Grecs ont utilisé pour désigner une ville du delta qui était très importante, qui est appelée, pour ceux qui ont une tradition biblique, qui est appelée On dans la Bible. Et c'était une ville où siégeait un collège de prêtres, un collège de philosophes, qui a produit donc une cosmogonie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cosmogonie? Littéralement, une cosmogonie, c'est un récit sur la création du monde, un récit structuré sur l'existant. Voilà, si je peux résumer de cette façon, c'est simple. Et la cosmogonie héliopolitaine. Pourquoi héliopolitaine? Parce que cette ville était consacrée, on va dire, au soleil. On va dire ça comme ça pour simplifier. Vous avez le nom de la ville ici. Hein, on aura l'occasion d'y revenir parce que ce sont des thèmes qui peuvent être vocalisés aujourd'hui à travers les langues africaines. J'en ai souvent parlé, mais aujourd'hui, je ne veux pas insister sur ces aspects parce que ce n'est pas essentiel pour comprendre ce que nous avons à partager aujourd'hui. Et donc, étant donné que c'était une ville consacrée donc, au soleil, les Grecs vont l'appeler Héliopolis parce que Hélios, c'est le nom du soleil dans la langue des Grecs. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cette formule en égyptologie, mais naturellement, on comprend qu'il y a là une influence gréco-latine. Mais le but, réellement, c'est de se faire comprendre. C'est une ville qui est aujourd'hui dans la banlieue du Caire. C'est une ville qui n'existe plus en elle-même, puisque si vous allez aujourd'hui en Égypte et vous souhaitez vous rendre à Héliopolis, on va vous montrer un quartier du Caire où il n'y a plus de temple, il n'y a plus l'urbanisme moderne a détruit la ville. Certainement qu'il y a des vestiges parce que l'Égypte n'est pas fouillée partout. Donc, c'est sûr que dans les sous-sols, on peut trouver des choses intéressantes. Mais étant donné que les gens vivent là, c'est difficile d'organiser des fouilles dans le salon de quelqu'un. Donc, c'est pour ça que il faut savoir que ce sont des lieux qui ont existé, même si aujourd'hui, c'est le Caire. Voilà. Donc, c'est cette ville. Cette ville, pourquoi j'en parle et pourquoi je parle de cette cosmogonie et pas d'autres? Parce que l'Égypte antique a plusieurs récits, dépendamment des villes, il y en a un certain nombre, mais la cosmogonie héliopolitaine, c'est le premier corpus philosophique et religieux attesté dans l'histoire de l'humanité. Okay? C'est ce qui est important. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on raconte comment le monde est devenu monde, comment l'univers est apparu. Et c'est la première fois où on rend compte d'une notion que beaucoup de personnes aujourd'hui ont en partage, c'est-à-dire la notion de Dieu. Parce qu'il faut savoir que la notion de Dieu, c'est un concept. Quand on dit Dieu, ce n'est pas un acquis spontané, c'est une conquête de l'esprit. C'est-à-dire, ce sont les anciens Africains, les anciens Éthiopiens qui ont réfléchi à l'avènement de ce concept qui est aujourd'hui partagé par la plupart des peuples. Mais la notion de Dieu, c'est une notion traditionnelle et intellectuelle africaine. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, c'est localisé. Ça n'appartient pas à tout le monde a priori, même si aujourd'hui, c'est un bien universel, puisque ces populations initialement africaines sont sorties du continent et ont porté la pensée symbolique des peuples africains partout où elles sont allés. Et les peuples qui vivent aujourd'hui sur Terre ont toute une ascendance qu'on peut remonter jusque dans la région du Kenya, là où l'humanité est apparue. Donc, ce n'est pas un titre de gloire que de le dire parce qu'on est africain, entre guillemets, aujourd'hui, mais c'est simplement qu'il faut toujours savoir de quoi nous parlons parce que vous pouvez être en débat avec des imams, avec des pasteurs qui vont vous dire Dieu, 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 comme si c'est une conquête de la religion qu'ils sont en train de vouloir faire prospérer dans le lieu où vous vous trouvez. Non, il faut introduire l'élément chronologique et introduire cette science que nous allons partager aujourd'hui pour bien indiquer que non, la notion de Dieu est localisée quelque part. Ça appartient à une communauté, même si aujourd'hui on comprend que cette communauté est universelle, mais ce sont des individus qui ont réfléchi
à l'avènement de cette notion. C'est très important parce que vous allez voir, quand on va parler d'Atoum, pourquoi je dis que c'est très important et pourquoi je dis que c'est une notion qui appartient aux peuples éthiopiens, aux peuples africains, fondamentalement, initialement, et que c'est une notion qui est liée de manière intrinsèque à la question de la civilisation. Ça veut dire que c'est une notion qui appartient à une ère civilisationnelle qui est celle des sédentaires, c'est-à-dire des Éthiopiens. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est clair pour moi. Parfait. Donc, si c'est clair, alors je reprends les points essentiels. La raison pour laquelle je parle de la cosmogonie héliopolitaine, c'est parce que c'est le premier corpus philosophique qui est religieux attesté dans l'histoire de l'humanité. Ce corpus est présent dans les textes des pyramides, c'est-à-dire moins, on va dire moins 2500, 2400 ans environ avant l'ère actuelle. D'accord? Donc, la première fois qu'on parle de Dieu, c'est dans les textes des pyramides, et ces textes relèvent d'un corpus qu'on appelle la cosmogonie héliopolitaine. Il y en a eu d'autres dans d'autres villes égyptiennes. Bon, je ne veux pas en parler parce que je ne souhaite pas vous bourrer d'informations, ce n'est pas le but. Mais réellement, c'est important de localiser la chose et de comprendre que ce n'est pas en ce lieu que cette cosmogonie s'est formée, mais les Africains de la période pharaonique sont arrivés dans cette région avec cette cosmogonie déjà formée. Vous allez comprendre pourquoi. OK? Bon. Donc, dans cette cosmogonie, il y a donc une divinité qu'on appelle Atum, qui est le démiurge. Le mot démiurge vient du grec, on va dire démiurgos, qui signifie celui qui fabrique, qui crée, en quelque sorte. L'artisan, voilà. Parce que les cosmogonies africaines n'admettent pas le néant initial. Parce que Atum surgit d'un espace qu'on appelle habituellement le Nun, est traduit par les eaux primitives ou les eaux primordiales, mais qui est en fait un espace de vibration. Hein, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est un lieu de vibration et c'est de là qu'il émane. Donc, il va se servir d'éléments préexistants dans ce Nun pour créer, former l'univers. Mais en fait, il ne crée rien fondamentalement, il organise. Voilà pourquoi il est plutôt perçu comme un artisan. Okay? Il utilise des éléments préexistants qui sont chaotiques pour organiser l'univers. Et vous allez comprendre tout cela bien clairement par la suite. OK. Donc, si on doit schématiser, parce qu'ici, naturellement, je me suis limité à ce qu'on appelle les dieux primordiaux. Je mettrai Dieu entre guillemets, parce que je parle pour me faire comprendre, mais vous allez comprendre ce que c'est qu'un Dieu de toute façon. Au terme de ce premier module, vous allez voir que ce n'est pas quelque chose d'inaccessible et que ce n'est pas un mot mystérieux. C'est qu'aujourd'hui, plus personne ne comprend réellement de quoi il s'agit. C'est la raison pour laquelle on a l'impression d'un détachement, mais vous allez comprendre qu'il y a une émanation de Dieu dans l'être humain. Dieu vient de quelque part et il est dans l'être humain. Il appartient à une sphère humaine. Et c'est l'homme qui le projette à l'extérieur. Ce n'est pas l'inverse. Dieu n'est pas à l'extérieur pour venir vers vous. C'est vous qui le projetez vers l'extérieur. Il est à votre image, en fait, en quelque sorte. Enfin, on aura l'occasion de le comprendre. Donc, j'ai tenté comme ça ici de schématiser avec les noms authentiques, donc les noms égyptiens, les différents lieux. Ici, il manque des données parce que je me suis limité aux divinités primordiales, mais vous devez savoir que à la suite de cela viennent Osiris, Isis, Seth, Nephthys. Bon, ce sont des mots qu'on utilise en égyptologie pour désigner certaines divinités, entre guillemets, égyptiennes. Et vient également Horus. Et ensuite de cela, bien sûr, les premiers pharaons qui sont dans la suite d'Horus, parce que Horus va hériter donc du pouvoir. Enfin, le pharaon hérite du pouvoir. C'est Horus, entre guillemets, le fils d'Isis et Osiris, qui transmet au premier pharaon la couronne, donc l'autorité sur l'Égypte, en fait, sur l'univers, sur le monde en clair. Donc, vous avez le Nun, j'en ai parlé brièvement, c'est l'océan primordial. C'est un mot qui existe en copte pour signifier profondeur, abîme, etc. On aura l'occasion d'y revenir une autre fois, parce que c'est un thème très important, vous devez comprendre ce que c'est. Et à l'intérieur du Nun, il y avait donc une divinité solitaire, inerte, qui s'appelle Atum et qui va prendre conscience d'elle-même, ou il va prendre conscience de lui-même. Et ayant pris conscience de lui-même, il va décider donc de naître, de sortir du Nun. Parce que vous devez savoir que ce schéma n'est autre que la reproduction de l'enfantement d'un bébé. La tradition africaine est biomimétique, c'est-à-dire que nos ancêtres observent le vivant pour produire de la science, et notamment de la religion. Parce qu'en réalité, en Afrique,
il n'y a pas de césure entre le fait spirituel et ce qu'on appelle aujourd'hui la science. Parce que le vivant, c'est la science, la nature, c'est la science. Voilà. Donc, il n'y a pas de dissociation comme on peut l'observer aujourd'hui, de désacralisation tout au moins. Donc, Atum, on va l'appeler comme ça pour l'instant. Voilà, vous avez son nom, hein. On va l'étudier dans le détail parce que c'est ce qui est intéressant. On n'a pas besoin d'avoir un discours libre sur cette divinité quand on comprend ce que l'ancêtre est en train de dire dans la graphie, parce que la graphie suffit pour dire ce qu'il est. Parce que souvent, vous allez lire dans les manuels d'égyptologie un discours en roue libre sur Atum. Atum était ci, il était solitaire, il a fait ci, il a fait ça, et voilà. Mais jamais ils ne se fondent sur la graphie parce qu'ils estiment qu'ayant dit Atum, ils ont lu le nom de cette divinité, ce qui est une erreur fondamentale. Et en fait, l'approche analytique permet de lui donner la parole. Il va s'exprimer, il va dire qui il est, ce qu'il fait, d'où il vient. Parce que son nom dit tout ça. C'est ce qui est fort, c'est ce qui est puissant dans les caractères sacrés égyptiens. Donc, Atum, on va le dire comme ça pour l'instant, va donc procéder par hypostase, c'est-à-dire qu'il va démultiplier sa propre personne en créant des jumeaux. C'est très important. Donc, les premiers sont Tefnut, qui est Maat, parce que dans le texte des pyramides, Tefnut est Maat. On aura l'occasion de revenir sur ce concept aussi, parce que ce sont des mots comme ça que je prononce parce que vous pouvez les lire ou les entendre, parce que ce n'est pas son nom, Tefnut. Hein. Maat non plus, ce n'est pas des formes qu'on peut facilement décrire dans les langues africaines. Mais puisque ce n'est pas vraiment le sujet pour l'instant, je vais donner ces noms pour que vous ayez au moins la photographie du déploiement de cette cosmogonie. Et il va donc former Tefnut et Maat par un moyen spécifique que nous allons découvrir aujourd'hui. Et ceux-là vont donner naissance à Nut, qui est la voûte céleste, et à Geb, en fait, qui est une divinité de la terre, ou la divinité consacrée à la force tellurique, si on peut dire. Ben, ce sont des aspects, je le dis, que nous n'abordons pas aujourd'hui. Nous allons focaliser exclusivement sur Atum parce que la beauté de la chose, c'est que cette divinité, Tefnut, Shu, Nut, Geb, naissent en même temps que les hiéroglyphes et parlent le même mode. Parce que vous allez comprendre que ce qu'on appelle les hiéroglyphes, en fait, c'est ça les dieux, entre guillemets. Mais pour l'instant, vu que ce n'est que la première partie aujourd'hui, je le dis comme ça en perspective parce que vous devez quand même savoir où on va. Mais pour l'instant, bon, je le dis comme ça. OK, donc, voici pour ce qui concerne donc, le schéma. Il est incomplet, je le dis, parce qu'il manque la génération suivante, c'est-à-dire Osiris, etc. Mais bon, pour l'instant, nous pouvons nous focaliser sur les dieux primordiaux parce que c'est quand même d'eux qu'émane toute la création, d'après le discours cosmogonique. Et nous allons insister donc sur la figure d'Atum, puisque c'est lui le père de toute cette divinité, et lui-même a un père qui est le Nun, qui peut être aussi divinisé en quelque sorte. Bon. OK. Donc, voici son nom, tel qu'il paraît donc dans le texte des pyramides. C'est-à-dire, je le répète, le corpus le plus ancien, le corpus le plus anciennement attesté dans l'histoire de l'humanité, qui parle donc de la naissance de l'univers, qui parle, c'est à cette époque, et donc c'est le corpus qui rend compte pour la première fois de la notion de Dieu. Mais évidemment, je le répète, ce n'est pas là que ça a commencé. Ils sont venus avec un bagage déjà formé. Parce que si vous avez déjà une graphie et un texte complet dans les pyramides, vous devez comprendre que c'est beaucoup plus ancien. Ça date d'au moins 2000, 3000 ans avant, parce qu'il faut former la pensée, sinon davantage même en réalité. Parce qu'il faut former la pensée, avoir le temps de produire des concepts, etc., pour s'assurer que le corpus est cohérent et définitif, parce que cela n'a pas changé durant toute l'histoire de l'Égypte pharaonique qui dure quand même 3 millénaires. Donc, ça veut dire que cette connaissance était déjà formée des millénaires avant, au moins 50 000 ans avant, au moins. Et vous devez vraiment le savoir. Donc, ça donne une dimension, une perspective tout autre à ces concepts lorsqu'on parle des traditions africaines. On ne peut pas venir en Afrique enseigner aux Africains ce que c'est que Dieu, tout ça. Vraiment, c'est de l'imposture. C'est même une injure à l'intelligence humaine. Il faut vraiment le savoir. Donc, Atum est un Dieu solitaire. Nous allons comprendre pourquoi. Parce qu'il naît seul. Il vient au monde par lui-même. Il n'a ni père ni mère. C'est ce qu'il dit dans le texte. Nous allons comprendre pourquoi. Parce que le Nun, bien que divinisé, n'est pas considéré comme son père ni sa mère. Mais bon, vous allez comprendre. Donc, il est en fait le socle. Cette graphie que vous avez sous les yeux, là, c'est le socle de la pensée philosophique négro-éthiopienne, négro-africaine. C'est-à-dire que quand on commence à faire la philosophie, vous devez commencer par là. D'ailleurs,
Je le dis comme ça en passant parce que je ne vais pas aborder cette question aujourd'hui. Vous devez savoir que le nom de l'œuvre fondamentale de Platon, c'est-à-dire l'œuvre cosmogonique, où il aborde justement les questions cosmogoniques, qui s'intitule Timée, sachez que c'est le nom d'Atoum, parce que Platon a étudié à Héliopolis pendant 13 ans, c'est ce que disent ses biographes, et il s'est servi donc de cette connaissance sans nommer ses sources. C'est pour ça que dans son œuvre, des choses apparaissent comme ça un peu spontanées. On ne sait pas d'où il tire telle ou telle chose, mais vous allez comprendre. Parce qu'il n'a pas eu le bout de l'affaire. On lui a simplement enseigné 2-3 choses, mais étant un étranger, soit il n'a pas eu la présence d'esprit de noter ce qui est essentiel dans cette graphie, ou il n'a pas eu toute l'information, mais sachez que le discours cosmogonique que Platon tient dans Timée, c'est ça la cosmogonie héliopolitaine. Donc, si vous avez la possibilité de lire ce texte, ayez en perspective que nous sommes en train de parler ici d'Atoum, d'accord? C'est son nom, vous allez vous en rendre compte, c'est bien aisé. Donc, mais l'œuvre de Platon, c'est Timée, qui n'a pas de signification en grec. Il l'appelle le Timée parce que c'est le nom de cette divinité, vous allez voir. Donc, je dis que lorsqu'on commence à prétendre être philosophe en Afrique, à avoir une pensée structurée sur des questions essentielles, vous devez nécessairement passer par ici. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire concrètement que dans les classes de philosophie en Afrique, on ne doit plus commencer par Aristote, on ne doit plus commencer par Socrate, comme on le fait encore aujourd'hui. Nous devons pouvoir réintégrer ce corpus parce que c'est ce qui est à l'origine de tout et c'est ce qui explique ce que peuvent dire ensuite Socrate, Platon, etc. Et c'est tellement puissant, vous n'avez même pas idée à quel point c'est puissant. Donc, je le dis, cette graphie, c'est le socle de la pensée philosophique négro-africaine. Vous ne pouvez pas commencer à prétendre à une certaine réflexion, quel que soit le domaine en Afrique, sans comprendre ce que nos ancêtres ont mis dans cette graphie. Et vous voyez, elle est relativement simple, il n'y a que 3 signes. Ces signes ne sont pas d'égale valeur. Vous avez, on aura l'occasion d'y revenir, ce qu'on appelle le signe directeur dans le cadre de la lecture analytique. C'est ce signe qui débute la graphie. Alors, vous devez la lire en allant à la rencontre du personnage qui est assis parce que c'est un être vivant ou en allant à la rencontre de la chouette ou du hibou parce que ce sont des êtres animés, en fait. On lit toujours en allant à leur rencontre, c'est-à-dire ici, on va lire de gauche à droite, en fait. Okay? Donc, le signe qui commence, c'est le signe qui suffit à nommer cette divinité. Nous allons comprendre de quoi il s'agit. Et vous allez voir que c'est bien aisé quand vous comprenez la méthodologie, hein, comment pensent, comment réfléchissent les scribes égyptiens. C'est quelque chose de remarquable. Et à la suite de cela, vous avez donc un signe qui est censé rendre compte de la lettre M. Mais puisque le signe qui commence est ce qu'on appelle un bilitaire, c'est-à-dire un signe qui rend compte de 2 lettres, c'est-à-dire T et M, on comprend que le hibou, en fait, est ce qu'on appelle un complément phonétique. D'accord? Donc, il n'est pas essentiel pour comprendre parce que je dis que le scribe a toujours 2 préoccupations lorsqu'il produit une graphie. Une préoccupation d'ordre phonétique, c'est ce que font les égyptologues aujourd'hui en translitérant. Une préoccupation d'ordre analytique, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que vous devez identifier l'objet et essayer de solutionner l'objet au sein des langues africaines pour comprendre ce que les Africains disent lorsqu'ils produisent ce système qu'on appelle l'écriture hiéroglyphique, mais bon, qui est la parole divine en clair. Et vous avez en forme de déterminatif, c'est-à-dire le signe qui termine la graphie, un personnage assis avec une barbe recourbée, qui est ce qu'on appelle une terminaison, c'est-à-dire un sémantème. Un sémantème pour dire que c'est un dieu ou un roi, parce qu'on utilise le même signe pour désigner les rois défunts. Okay? Voilà. Est-ce que jusqu'ici, tout est clair? On aura l'occasion de toute façon de revenir pour des questions à la fin, mais je vais quand même m'assurer que vous saisissez l'essentiel et qu'il n'y a pas de difficulté jusqu'ici. Ça va. Ça va jusqu'ici. Ouais, OK. Bon. C'est bon. Donc, je vais quand même vous présenter une stèle où il est en situation parce que ce sont des choses qui existent. Ce ne sont pas seulement si vous allez aujourd'hui dans les musées en Égypte, ce genre de choses, c'est ce que vous allez voir. Il est ici représenté en train d'être honoré par une défunte qui est en face et il a un teint singulier, on va comprendre pourquoi. Il est représenté d'une certaine façon avec les 2 couronnes parce que c'est un roi, évidemment. Et on sait que c'est lui parce que son nom paraît sur les colonnes. Bon, ce n'est pas tout à fait clair, mais on reconnaît le signe qui permet de le désigner et c'est bien de lui qu'il s'agit. Donc, ça montre que ça, c'est la vraie vie, d'accord? Ce n'est pas simplement des choses comme ça, lointaines, qu'on ne peut plus rattraper dans la compréhension que nous avons du monde. Il faut quand même avoir visuellement la chose, comment nos ancêtres ont représenté la chose. Donc, c'est lui, Atoum. Bon, il est ici représenté en situation, je l'ai dit, avec une femme qui l'honore. Et vous avez la stèle
en fait, reprend la forme de la stèle reprend celle d'une divinité importante qu'on appelle Nout. C'est une femme courbée, si vous êtes attentif, vous verrez ça, en fait, qui représente la voûte céleste. C'est ce que l'artiste a représenté ici. Et Nout a cette particularité d'avaler le soleil et de l'enfanter chaque matin. Bon, c'est ce qui est dit. Nous aurons possiblement l'occasion d'y revenir quand nous allons aborder la question des divinités féminines, mais ça, je voulais quand même vous le montrer. Et vous avez donc son nom, hein, comme je l'ai dit. Son nom est représenté ici. C'est lui Atum en égyptologie. Bon, c'est une convention, je l'ai dit. Bon. Ce que nous allons faire maintenant, évidemment, c'est analyser la graphie par la méthode Kuma, c'est-à-dire la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes. Et la question que je vous pose, naturellement, c'est déjà, premièrement, est-ce que quelqu'un peut me dire, parce que je l'ai souvent dit dans d'autres communications, ce que c'est qu'un signe directeur et est-ce que vous pouvez m'identifier le signe directeur dans ce contexte-ci? Moi, je dirais que c'est le prénom. C'est le signe qui, à lui tout seul, permet de nommer la graphie. D'accord, ça c'est le signe directeur, parfait. Et dans ce contexte, quel est le signe directeur? Alors, Sylvie dit que c'est le traîneau. Voilà. Oui. C'est la rareté, la qualité. On les définit par la rareté, la qualité. Ou la qualité. Mais dans ce contexte, on va le définir comment? Par la qualité. Alors, j'explique pour ceux qui ne savent pas. La qualité, c'est la nature du signe. Parce que dans le système hiéroglyphique, les signes n'ont pas tous la même valeur. Il y a ce qu'on appelle des unilitaires, des bilitaires, des trilitaires. Qu'est-ce que c'est concrètement? Un unilitaire, c'est un signe qui produit une seule lettre. Un bilitaire, c'est un signe qui produit 2 lettres. Un trilitaire, c'est un signe qui produit 3 lettres. Il y a même des quadrilitaires, mais pour l'instant, je me limite à ceux-ci parce que c'est les principaux. Bon. Donc, pour déterminer le signe directeur, vous pouvez procéder par élimination parce que le bilitaire a préséance sur l'unilitaire, c'est-à-dire le signe qui produit 2 lettres a préséance sur le premier. Et le trilitaire a préséance sur les 2 premiers, c'est-à-dire l'unilitaire et le bilitaire, parce qu'il a beaucoup plus de lettres, simplement. C'est aussi simple que ça. Mais il existe des graphies où vous n'allez avoir que des unilitaires. Ça existe. Et vous devez pouvoir quand même faire un choix, c'est-à-dire discriminer positivement, si on peut dire. Et pour ce faire, vous êtes obligé d'aller à la rareté, parce que les signes n'ont pas la même récurrence dans le système hiéroglyphique. Il y a des signes qui sont beaucoup plus rares que d'autres. Donc, ça suppose que vous ayez une connaissance même basique des principaux unilitaires, c'est-à-dire des 27 lettres qu'on prétend représenter l'alphabet égyptien. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est pour me faire comprendre. Donc, je vous exhorte à acquérir un dictionnaire. Le dictionnaire que moi, je vous conseille, parce qu'il est en français, mais de toute façon, vous aurez des éléments, mais en anglais, parce que moi, bon, je travaille beaucoup avec des documents qui ne sont pas nécessairement en français, parce que c'est plus performant dans un sens. Les anglo-saxons sont beaucoup plus en avance, les Allemands aussi beaucoup plus en avance que les Français sur l'égyptologie en général, évidemment. Mais, je ne sais pas, c'est ce dictionnaire-ci qui est un dictionnaire en français, dictionnaire d'Yvonne Bonamy. Il y a une nouvelle édition qui est sortie, je crois, cette année ou l'année dernière. Celle-ci, c'est celle d'avant, mais c'est pas très différent. Voilà. C'est un dictionnaire en français, dictionnaire des hiéroglyphes. C'est très bien fait. Non seulement, l'avantage, c'est que c'est en français, vous comprenez tous le français, ça, ce n'est pas une difficulté. Mais elle a recensé des signes à la fin, un ensemble de choses. Il y a les noms des rois. Bref, c'est un document important qui peut vous faciliter la vie. Il coûte environ une trentaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Et ça vaut le coup pour ceux qui veulent vraiment, parce que vous devez vous familiariser avec les signes. Vous devez savoir les reconnaître, savoir quel est le plus rare. Il y en a qui sont récurrents. Avec l'habitude, ça va venir, mais comme ça, pour l'instant, je le dis parce que c'est ça la technique à la base pour discriminer, c'est-à-dire choisir le signe directeur. Il y a 2 manières de choisir un signe directeur. Soit par la qualité, c'est-à-dire est-ce que c'est un bilitaire, un unilitaire ou un trilitaire, soit par la rareté, est-ce qu'il est plus rare que les autres, etc. C'est une technique qui n'est pas absolue, parce que naturellement, avec l'exercice, on pourra améliorer les manières, mais avec ce départ, vous n'avez aucune difficulté pour avancer, pour analyser l'essentiel des graphies égyptiennes, aucune.
Mais comme je suis quand même perfectionniste, je laisse toujours la porte ouverte à une amélioration éventuelle. Et je compte éventuellement sur vous aussi pour améliorer, j'allais dire, la compréhension des choses parce qu'on ne peut pas prétendre à tout savoir. Et ce que je dis, ce n'est qu'une introduction, évidemment. Mais ça suffit quand même, je le dis, parce que je sais quand même de quoi je parle, ça suffit quand même pour faire l'essentiel du travail, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc… Je voulais savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, des sites Internet qui soient déjà bien faits sur ça, au moins qu'on puisse avoir une base? Parce que, bon, moi, à Dakar, des ouvrages comme ça, c'est pas évident de les trouver toujours parce que c'est très spécifique. Des fois, il faut les commander, mais ça va prendre beaucoup de temps pour que la librairie arrive, enfin, pour au moins permettre certains sites Internet qui sont bien faits, sérieux et que vous Oui, pouvez nous alors il n'y a pas, recommander, à ma connaissance, de site à proprement parler, parce que les sites que tu vas trouver, ce sont des sites pour touristes, c'est-à-dire des gens qui, ce sont des égyptomanes, on peut dire, ou alors des égyptologues qui travaillent dans la veine de la translittération, qui, bon, a son intérêt, mais bon, ça ne va pas t'amener bien loin, honnêtement. Mais tu auras des documents, parce que j'ai des dictionnaires, mais ils sont… j'ai un dictionnaire qui est très complet, mais qui est en anglais. J'en ai même deux. Voilà, mais qui sont en anglais. L'anglais, ce n'est pas une difficulté. Si tu peux traduire… Moi, ça ne me pose pas de problème, l'anglais. Ben voilà, donc Je tu vas les travaille beaucoup recevoir. en anglais, mais OK. Tu auras la documentation de toute façon. D'accord. Voilà, ça, ce n'est pas un… Oui? Oui, pour ceux qui veulent, moi, je peux aussi m'en occuper. Hein. Parce que moi aussi, j'en ai acheté juste en bas de là où je travaille. Donc, je peux très bien aller et puis les envoyer. Les acheter et les envoyer. C'est-à-dire les dictionnaires, tu veux dire? Les dictionnaires, oui. Parce que moi, j'ai trouvé le mien juste à côté de là où je travaille. Donc, c'est facile pour moi. OK, parfait. Pour ceux qui sont en France et qui ont des chèques culture, ça passe aussi. Hein, parce que moi, je l'ai eu avec les chèques culture. Si vous en avez. OK. Merci. Bon, ça va. D'accord, parfait. Donc, une fois que c'est dit maintenant, la question est donc de savoir quel est le signe directeur. Sylvie a dit que c'était ce qu'elle appelle le traîneau. Bon, est-ce que vous êtes de cet avis? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Dibambari, j'ai juste une petite question. Pour l'instant, les hiéroglyphes, c'est vraiment pas ma spécialité. Alors, je m'excuse des questions un peu bêtes, mais d'abord, il y a le symbole du Dieu, là. Pourquoi c'est pas un déterminatif? Pourquoi il est à part? Le symbole du Dieu, c'est-à-dire… La personne assise avec la barbe. Le vieillard. Pourquoi il est à part? Oui. Il n'est pas à part. Il n'est pas à part, il fait partie de la graphie. C'est lui qui dit que c'est un dieu. C'est lui qui dit que… Parce que le système hiéroglyphique a ce qu'on appelle des homographes, c'est-à-dire des graphies qui utilisent les mêmes signes, mais qui n'ont pas le même sens. Et dans le cas présent, on va le voir d'ailleurs, je vais donner un exemple tout à l'heure, tu vas voir que le déterminatif va changer. C'est-à-dire, quand le scribe parle de Dieu, d'Atum, entre guillemets, il met ce déterminatif parce qu'il veut que la personne qui lit sache qu'il est en train de parler du Dieu et pas du traîneau, simplement. Parce que tu vas voir que il y a quelque chose ici d'intéressant. Donc, ce personnage-là fait partie de la graphie, mais c'est un personnage qui est un déterminatif pour les divinités en général, les divinités masculines. Donc, c'est un déterminatif général. Maintenant, Oui. il faut chercher le déterminatif, un autre déterminatif. Non. Ici, non, parce que le déterminatif, c'est quoi? Le déterminatif, c'est le signe qui te dit ce dont le scribe est en train de parler. C'est un classificateur, en fait. D'accord. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la divinité, il y a plusieurs déterminatifs. Je n'irai pas dans le détail, on aura l'occasion d'y revenir. Mais parmi les déterminatifs qui permettent de désigner les dieux, tu as ce personnage assis avec la barbe recourbée. D'accord. Donc, c'est lui le déterminatif? Oui, c'est lui le déterminatif. Ce n'est pas le signe directeur, c'est lui le déterminatif. Déterminatif et signe directeur, ce n'est pas la même chose. Ok, j'ai compris. Pardon. Merci. Ok, voilà, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste en passant, c'est Marcel. Est-ce qu'il faut comprendre en général que le signe directeur n'est pas toujours au début de la graphie? Oui, pas toujours. Non. Il faut… c'est une excellente question. Non, il n'y a pas de règle en la matière. Il faut regarder et analyser. Il peut être au milieu, il peut être avant le déterminatif, il peut être… parce que le scribe a toujours deux préoccupations. Il peut déplacer
le signe directeur au sein de la graphie, mais ça ne pose... On aura des exemples, hein, on aura des exemples qui permettent d'illustrer ce que je suis en train de dire. Mais non, il n'y a pas de règle en matière. Il ne faut pas essayer d'établir une règle comme quoi il serait toujours au début. Non, 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 non. Il faut connaître les valeurs phonétiques des signes. Savoir que le signe qui débute de la graphie, voici sa valeur. Le hibou, voici sa valeur. Quand je cherche le signe directeur, eh bien, j'élimine en fonction, est-ce que c'est un unitaire, est-ce que c'est un bilitaire, est-ce que c'est un trilitaire. Voilà. C'est celui qui a plus de signes qui est automatiquement signe directeur. Automatiquement. Est-ce que si je comprends bien, le signe directeur, c'est le mot qu'on doit chercher dans nos langues pour comprendre ça c'est l'étape suivante. Oui. OK. Une fois qu'on a identifié le signe directeur, on passe à l'étape suivante qui est celle de la recherche du vocabulaire. Parce que si vous savez le nommer, vous allez lire la graphie dans son ensemble. Vous n'avez même pas besoin de savoir le hibou, qu'est-ce qu'il fait là. Il a son importance. Mais au stade où on en est, je ne veux pas vous amener à ça. Parce que le hibou a une charge très importante en Afrique. Il est là pour une raison, mais ce n'est pas un aspect que je vais aborder ici. Donc, pour l'instant, on va se limiter simplement au fait qu'il représente la lettre M. Bon, on va le dire comme ça. Mais vous voyez que, c'est vous qui allez résoudre ce problème parce que je ne veux pas, moi… En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que le vieillard, lui, on sait qu'il s'agit d'un vieillard, d'un dieu, d'une divinité en le regardant. Oui. Maintenant, c'est comment nous allons l'appeler qui est le signe directeur, c'est ça? Oui, comment nous allons lire la graphie. C'est-à-dire, c'est le nom de quelle divinité? C'est quel nom qui est écrit ici? C'est le signe directeur qui nous permet d'y parvenir. J'ai une question. Je veux savoir si c'est sur la graphie, là. Est-ce que dans une graphie, par exemple, on peut avoir plusieurs signes? Bien sûr, oui. Oui. Genre 12, 15, 20 qu'il faut lire. Non, peut-être pas jusqu'à 20. Mais il y a des graphiques qui peuvent avoir 6, 7 signes. Mais ça ne change rien quant à la compréhension de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le scribe peut à loisir multiplier les signes, mais si vous identifiez le signe directeur, lui, il est en train de s'amuser en quelque sorte. Si vous identifiez le signe directeur, vous allez lire toute la graphie, quel que soit le nombre de signes. Ça, je vous le dis. C'est clair. Mais ce n'est pas évident d'identifier les signes directeurs si on a plusieurs signes. En tout cas, si, c'est évident si vous faites ce que je suis en train de vous dire. OK, c'est bon. Je vous dis que vous pouvez éliminer soit par la qualité ou par la rareté. Donc, si vous avez plusieurs signes, essayez de comprendre, est-ce qu'il y a un unilitaire, est-ce qu'il y a un bilitaire, est-ce qu'il y a un trilitaire? C'est ça qui va vous permettre de choisir. Et puis aussi, tu en as des bilitaires, unitaires, trilitaires. On doit savoir aussi, c'est nouveau dans les signes, là, savoir c'est quoi, pour savoir les distinguer. Ça, c'est unitaire, ça, c'est bilitaire, ça, c'est trilitaire. Il y a pour cela, bon, comme je dis, les dictionnaires qui donnent des valeurs phonétiques. Il y a aussi des sites, par exemple, même Wikipédia déjà pour les signes. Wikipédia a l'avantage d'avoir distingué. Si tu tapes, par exemple, unilitaire Wikipédia, il va te donner le site où il n'y a que des unilitaires. Si tu tapes bilitaire, il va te donner. Mais honnêtement, bon, moi, je ne travaille pas avec Wikipédia. Mais à ce stade-ci, tu peux commencer comme ça. Au moins, tu vas identifier les principaux signes. Tu vois? Donc, si je comprends bien, c'est des signes au préalable que le scribe utilisait qui sont unitaires. Si tu vois ça, ça dit que c'est un message unitaire. Si tu vois tel signe, c'est unitaire. Oui, unilitaire. Unilitaire, ça veut dire que c'est un signe qui rend compte d'une lettre. Par exemple, c'est un unilitaire. Il rend compte de la lettre M. Tu vois? Par exemple, l'hibou qu'on voit ici, là, il dit quoi? C'est un unilitaire. Il rend compte de la lettre M. M, la lettre M. C'est sa valeur phonétique. OK. Mais ça, tu peux le savoir facilement, comme je dis. Bon, je sais que tu débutes, ne sois pas impressionné. Ce n'est pas compliqué. Avec le dictionnaire, c'est dit dedans. Tout ce que je dis là, c'est là. C'est bon, à la fois, c'est le dictionnaire pour voir. Oui, c'est ce que je dis. J'espère bien. Oui. Tu ne peux pas étudier la matière sans avoir. Tu ne peux pas étudier la matière sans avoir un dictionnaire. Ce n'est pas possible. Sinon, tu fais comment? Tu ne peux pas. C'est ça. J'aimerais bien faire une observation. Je ne sais pas si je suis entendu. Oui, on t'entend. Oui. D'accord. En fait, ce qui se passe là, alors, moi, je suis un faux nouveau, en fait. Hein. J'ai déjà suivi beaucoup de cours d'anthropologie
des suivants de Cheikh Anta Diop. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais je suis passé par Africamat pendant plusieurs années. Oui. Et voilà, bon. Donc, il y a un certain nombre de choses que je sais, mais globalement, ce qui se passe là, c'est déjà ce que nous faisons dans toutes les langues. Quand on se parle ou quand on lit un texte. On peut lire un texte, c'est ce qu'on fait quand on lit rapidement un texte. On s'accroche aux mots les plus importants par rapport au contexte. Et donc là, on retrouve, à mon avis, c'est assez logique parce que comme c'est les langues les plus anciennes de la Terre, ça a été répandu dans d'autres langues, même si elles sont écrites avec des alphabets, etc. On retrouve, quand on se parle, c'est tout le temps, on retient le mot le plus, entre guillemets, complexe pour comprendre la pensée de la personne qui parle ou qui écrit. On retrouve la même chose ici, sauf qu'on a des symboles qui ne nous sont pas habituels, mais on peut lire le chinois de la même façon. Les Chinois disent la même chose. Exact. OK. On retrouve à peu près... Parfait. Donc, je reprends donc merci comme l'âme pour cette intervention. Je reprends donc la question posée initialement. Quel est le signe directeur? On a dit que c'était le traîneau parce que le hibou n'est pas important. Non, ce n'est pas ça la raison. Pas qu'il n'est pas important. Je sais qu'il est important, mais le traîneau, c'est un militaire? Il peut ne pas exister, mais on va par la qualité, le critère de qualité. Oui, en fait, le signe directeur, c'est ce signe que tu appelles le traîneau parce que c'est un bilitaire. Il représente deux lettres, le T et le M. Voilà pourquoi on lit Atum. Voilà pourquoi ils lisent Tum ou Atum. Parce qu'ils vocalisent en fonction, ils peuvent lire, bon, translitère TEM, mais c'est TM. Et ce signe que tu prends pour un traîneau, parce que je sais que les égyptologues disent que c'est un traîneau, on va comprendre que ce n'est pas tout à fait ça, mais commençons comme ça, parce que c'est ce que vous allez lire dans les manuels de vulgarisation. Eh bien, c'est parce que c'est un bilitaire. Voilà. Donc, vous avez quoi ici en situation? Vous avez un bilitaire, un unilitaire et le déterminatif. Le déterminatif n'est jamais questionné comme signe directeur. Jamais. Parce que le déterminatif ne se prononce pas. C'est-à-dire que le déterminatif n'affecte jamais le rendu phonétique, si on veut. Vous voyez? Donc, il dit simplement, il classe simplement le thème que le scribe veut rendre par une graphie. Il le classe dans une catégorie. C'est une nomenclature, en fait. Il est en train d'organiser avec les déterminatifs. Donc, en fonction des déterminatifs, on sait où se range le concept ou l'objet qui est en train d'être nommé ou désigné par le scribe. Donc, ça veut dire que vous n'avez que deux signes sur lesquels vous devez appliquer vos réflexions, c'est-à-dire le traîneau, entre guillemets, et le hibou. Alors, comment je fais pour savoir quel est le signe directeur? Je vais à la qualité, parce que je sais que j'ai un bilitaire et un unilitaire. Et comme je sais que le bilitaire a préséance sur l'unilitaire, automatiquement, le signe directeur, c'est ce traîneau, entre guillemets. Ah, ok. Voilà la réflexion. Ce n'est pas parce que ce n'est pas important. Non, il est très important. Parce qu'il apporte une information très importante, mais que je ne veux pas développer aujourd'hui parce que ce serait long. On aura l'occasion d'y revenir. Le hibou est fondamental. Fondamental. C'est un oiseau extraordinaire. Dans les conceptions africaines, si vous connaissez un peu les traditions, vous ne pouvez pas voir le hibou dire qu'il n'est pas important. C'est même lui le plus important. Ah oui, ça je vous le dis. Je vous le dis, c'est clair. Mais à ce stade-ci, ce n'est pas nécessaire parce que ça, c'est la spiritualité, c'est d'autres choses. OK. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde comprend comment on fait pour déterminer donc ce signe directeur? Moi, j'ai compris. D'accord. Est-ce que tu peux donc nous le redire avec tes mots? Bon, avec mes mots, j'ai compris que le traîneau est bilitaire, bilitaire, hein, c'est ça? Parce qu'il a deux lettres. Deux lettres. Le T et le M. Exact. Alors que le hibou est unilitaire parce qu'il n'a qu'une seule lettre, la lettre M. C'est ça. Donc, automatiquement, le traîneau a préséance sur le hibou. Absolument. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Est-ce que tout le monde comprend ça? Oui, mais en fait, pour la vocalisation, on n'a pas besoin du hibou, mais le hibou est là pour confirmer, c'est ça?
Oui, c'est une excellente question. En fait, ça dépend de ce que tu es en train de rechercher. Si je suis un égyptologue, j'aurais besoin du hibou parce que je veux lire thème, même si je sais que le signe traîneau rencontre de la lettre M, je vais considérer que le hibou, là, c'est ce qu'on appelle un complément phonétique. C'est comme ça qu'ils traitent de la question parce ils abordent la question par le moyen de la phonétique, ce qui a son intérêt. Voilà, quand on veut translittérer ce genre de choses. Mais lorsqu'on fait la lecture analytique, je n'ai pas besoin de me soucier du hibou. Si je veux lire le nom de cette divinité, j'ai juste besoin de savoir comment s'appelle le signe directeur. C'est tout. Je n'ai même pas besoin des signes qui suivent. Je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est quel est le signe directeur. Une fois que j'ai le signe directeur, comment il s'appelle dans la langue africaine. Voilà. Et ça va me donner le nom exact dans la vraie vie de cette divinité et non des conventions. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est que je crois que c'est... Donc, c'est un exercice pour lire la graphie, pas pour en comprendre le sens profond. Si. Enfin... Bien, non? Non. C'est-à-dire, à travers... Le scribe, c'est un philosophe. Donc, quand il produit un système idéographique, qu'est-ce que c'est qu'un idéogramme? Parce que ce sont des idéogrammes, c'est-à-dire des dessins qui rencontrent des idées et des concepts. C'est ce que c'est. Un hiéroglyphe, c'est un idéogramme, c'est-à-dire un dessin qui rencontre une idée ou d'un concept. Bon. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous avez sous les yeux, ce ne sont que des objets courants de tous les jours. Et un oiseau quelconque dans la forêt. A priori, rien d'extraordinaire. Mais le scribe sait que, puisque c'est un philosophe, il veut que dans l'univers dans lequel il évolue, c'est-à-dire la société dans laquelle il vit, il veut toucher à certains concepts. La notion de Dieu, c'est un concept. On ne peut pas représenter Dieu. Oui. Par contre, dans les mots de la langue, on dit Dieu tous les jours, quand on parle. Comme il sait que c'est un concept et que le nom de Dieu ressemble au nom d'un objet que tout le monde sait identifier, il va utiliser cet objet pour atteindre le concept. C'est comme ça que naît l'écriture. C'est comme ça que naît le système hiéroglyphique. Parce que dans la langue parlée, il y a des concepts. L'amour, l'enfance, la maman, le père. Il y a beaucoup de concepts. Comment les représenter visuellement? On est obligé, on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser des objets concrets dans la nature qui portent le même nom. Parce qu'on sait que ce déplacement, c'est ce qu'on appelle la métaphore, c'est-à-dire le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. C'est ce que fait le scribe. Donc, si je comprends bien, le scribe, il recherche deux objectifs. Oui. C'est-à-dire que tu puisses phonétiser ce nom. Oui. Et que tu puisses en comprendre le sens. Voilà. Pour le phonétiser, il va te mettre plusieurs signes. Exactement. Avec un signe au début, le déterminatif là, qui te donne le contexte. Qui classe le signe, oui. Pour que tu saches de quoi on parle globalement et que tu puisses identifier après. Et après, il te met plusieurs signes. Et c'est le fait d'avoir plusieurs signes, c'est pour phonétiser. Exactement. Mais un seul signe, celui qui est le directeur là, dit le sens. C'est ça. Si tu es africain, si tu es éthiopienne, tu es africaine, égyptienne, tu vas faire ce que nous sommes en train de faire là. C'est-à-dire que tu ne vas pas te limiter au son. C'est ça. Les Grecs ou les Romains, quand ils sont arrivés en Égypte, c'est-à-dire ils vont lire comme ça les noms des divinités, Osiris et tout ça, et puis ils vont passer à autre chose. Non. Ce que toi, tu vas faire, parce que tu connais, tu maîtrises la langue, tu vas savoir que cet objet-là, ce n'est que le démarrage. C'est-à-dire que c'est le moyen pour moi d'entrer en connexion, en communication avec la divinité. C'est-à-dire que l'objet, il porte un nom quelconque, on va le voir. Hein? Mais derrière ce nom-là, les concepts qui arrivent, mais c'est explosif. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que d'après, c'est un témoignage, je crois, c'est Clément... Non, c'est Plotin. Plotin qui était un philosophe égyptien, mais d'origine romaine. Il a vécu sous l'Égypte, enfin, dans une Égypte sous occupation romaine. Il dit clairement que dans les temples, ce qui était admiré de la sapience, de la sagesse égyptienne, c'était le fait qu'il vous présente une seule image. Et derrière cette image, ils font un développement philosophique voilà, qui est admirable. Et il dit clairement que ce n'est pas la succession des sons. Et même, c'est ce que dit ensuite Diodore de Sicile quand il rend compte de ce que c'est le système hiéroglyphique. Il dit que ce n'est pas la succession des sons qui rend compte de cette écriture. C'est la métaphore. Lui, il utilise le mot métaphore parce qu'en grec, le mot métaphore vient du grec métaphora, qui signifie transport. Et
c'est Aristote qui nous dit ce que c'est que la métaphore d'après les Grecs. La métaphore, dit Aristote, c'est le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Ça veut dire que c'est un système d'homophone. C'est-à-dire, je vais appeler, je ne sais pas moi, disons le traîneau pour l'instant, parce que c'est ce sur quoi on est parti. Et comme il porte un nom dans les langues africaines, automatiquement, je vais faire un transport vers le concept auquel il est rattaché. Parce que c'est nécessairement un concept, la divinité, ce n'est pas un objet. Donc, le scribe utilise un objet concret que tout le monde peut identifier visuellement, mais il sait que derrière, il y a tout un univers. Et c'est cet univers que permet l'approche analytique. Donc, il y a deux niveaux d'approche, comme tu l'as dit, c'est-à-dire la phonétique et l'analytique. C'est exactement de cela qu'il s'agit, exactement. Donc, le scribe a deux préoccupations lorsqu'il produit un système. Il veut que phonétiquement, ça fonctionne et il veut aussi qu'analytiquement, ça fonctionne. C'est ce qui fait la puissance. C'est pour ça que c'est la parole divine. Vous imaginez un peu l'effort. C'est extraordinaire. Parce que ce n'est pas aucune langue, aucun système au monde ne fait cela. Je ne sais pas, bon, je n'ai pas encore étudié les caractères chinois, mais je ne sais pas. Mais ce qui est là, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire, c'est extrêmement puissant. Enfin, OK. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Est-ce que, Sophia, tu peux donc redire ce qu'on vient de dire? C'est important. Parce que, puisque c'est toi qui as posé la question. Voilà. Ce que moi, j'ai compris, c'est que les hiéroglyphes, d'abord, il y a un sens pour les lire. On va vers les objets animés, donc soit les êtres vivants en général, animaux ou pas. Il y a ce qu'on appelle un déterminatif qui se situe en général plutôt à la fin et qui donne le contexte de savoir ce dont on parle. Est-ce qu'on parle d'une divinité ou d'autre chose, d'un animal ou peu importe. Ensuite, il y a une autre démarche d'identifier le signe directeur. Alors, le signe directeur, lui, il va être capital pour la démarche analytique, puisqu'il y a deux préoccupations dans la démarche du scribe. Il veut qu'on puisse vocaliser le nom, d'où la multiplication des signes, et il veut aussi qu'on puisse atteindre le concept que décrit ce nom, en fait. Absolument. Okay. Donc, du coup, pour identifier ce signe directeur-là, on va s'intéresser aux valeurs phonétiques de chaque signe. Est-ce que la valeur phonétique correspond à une lettre? Est-ce que ça correspond à 2 lettres ou à 3 lettres? Sachant que plus il y a si c'est 3 lettres, c'est précédent sur 2, c'est précédent sur 1. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle un unilitaire, un bilitaire et un trilitaire. Parfait. Est-ce que tout le monde l'a compris? C'est ça. Oui. Je m'en suis sortie. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Tu vois, non, mais c'est vrai. Tout ce que tu dis là, c'est exactement ça. Exactement. OK. Bon, si c'est clair. Évidemment. Donc, le signe directeur, on l'a compris, c'est le bilitaire, c'est-à-dire ce signe qui passe pour être un traîneau. Et je pose donc la question, bon, il manque un R, mais c'est que représente le signe directeur? Sylvie pense que c'est un traîneau. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Traîneau, pour moi, c'est bizarre. Hein? Pardon, j'avais pensé à une échelle. Une échelle. Moi, je ne dirais pas un traîneau, ça me fait penser à l'Alaska. Je ne sais pas. Mais justement, on est en Égypte, donc c'est bizarre. C'est pas une échelle. De toute façon, un traîneau, c'est une échelle couchée, tout simplement. Oui, aussi, voilà. Non, mais est-ce que c'est ce que vous allez décider? Admettons que nous sommes dans un temple égyptien là maintenant, OK? Parce que c'est effectivement de cela qu'il s'agit. Nous sommes dans un temple. Et moi, je vous demande là. Parce que c'est la base. Si vous ne savez pas identifier l'objet, vous allez chercher un vocabulaire qui ne va pas vous conduire à la vérité. C'est la base. Donc, vous devez avoir l'œil. Vous devez être attentif à ce que vous voyez. Je reprends. Que représente... Moi, je vois une échelle qu'on peut tirer parce qu'il y a les manches qui... Au début, là, il y a comme des manches qu'on peut tenir et qu'on peut tirer ou pousser. Donc, et c'est bizarre une échelle couchée quand même. En général, l'échelle, elle est verticale, non? Peut-être que le fait d'être couché, justement, signifie quelque chose. Peut-être. Moi, je n'ai jamais entendu de traîneau.
J'ai habité en Afrique 15 ans, j'ai jamais vu. Oui, voilà, traîneau, c'est pas du tout l'univers africain, quoi. C'est ça que je ne comprends pas, quoi. Mais c'est ce que tu vas lire. C'est ça, en fait, la limite de ces documents qui sont importants. Mais c'est que là-dedans, ils vont vous dire que c'est un traîneau parce que ce sont des Européens. Parce qu'ils pensent au Père Noël. Ils imaginent des choses, oui, voilà. des chiens qui tirent un truc. Ça, c'est l'Alaska. En Afrique, on ne fait pas ça du tout. Vous comprenez? Non. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut toujours utiliser vos sens. C'est très important. Ne faites pas confiance a priori à ce que vous pouvez avoir à lire. Vérifiez. Allez de visu. Regardez. Vous avez des yeux pour voir. D'accord? Donc, regardez ce que vous avez sous les yeux pour vous former votre propre idée. Sinon, vous allez manquer. C'est clair. Et d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte. Donc, ce que vous avez ici, c'est ce qui vient donc des manuels d'égyptologie. Parce qu'ils disent que c'est un traîneau. Mais vous voyez le nom. D'accord? Vous voyez que le déterminatif a changé. C'est une sorte de bois mort parce que c'est un objet en bois. Hein? Donc, c'est un classificateur, le déterminatif. Est-ce que chacun le voit? Ici, à gauche, vous avez la graphie. Ce sont les mêmes signes de part et d'autre, gauche et droite, mais les égyptologues vont vous dire que ça, c'est le nom du traîneau. Et si vous croyez ce qu'ils vous disent, vous allez chercher dans les langues comment on dit le traîneau, vous allez chercher longtemps, croyez-moi. C'est sûr. Les Africains ne connaissent pas le traîneau. Non. La tradition africaine ne témoigne pas d'un usage. Et n'oubliez pas que c'est une divinité fondatrice. Donc, ça ne doit pas être quelque chose de très compliqué à comprendre. Donc, il faut donc questionner quand ils produisent ce genre de résultats. Est-ce que c'est vraiment un traîneau? Donc, je repose la question avant de vous donner la question. Qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Regardez cet objet. Regardez-le parce que... Qu'est-ce que vous avez sous... Essayez d'imaginer. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. À quoi ça ressemble, quoi? Un outil agricole, peut-être? J'ai pensé à ça aussi. Oui, ça ressemble à une charrue. Voilà! Parfait! C'est ça. Parce que c'est effectivement ça. Quand vous allez sur le terrain, c'est ce que ce personnage est en train, sauf qu'il a noué les bouts. C'est tout. Donc, c'est une charrue au repos. Et c'est une information importante. Ah, ça fait plus de sens. Oui. Le traîneau, là, ça n'allait pas. Bien, le traîneau, ça n'allait pas. Je suis bien d'accord. Parce que regardez bien l'objet. Le traîneau esquimau, là, ça me... Non, ce n'est pas un traîneau. C'est pour ça qu'il faut vous êtes en mesure de le corriger quand vous comprenez comment ça fonctionne. Parce que ce qu'il dessine, le scribe, c'est la charrue. C'est ce que vous voyez là. Et il a même mis la corde, parce que cette corde qui tient à l'animal, là, au bâton qui va vers l'animal, c'est cette corde qui pendouille de l'autre côté. D'ailleurs, je vais le montrer clairement pour que chacun... Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Sauf que ici, elle est au repos. Et c'est une information. Vous devez le comprendre. Hein? On va comprendre pourquoi. Et généralement, il noue donc avec une corde les bouts pour que la chose puisse creuser le sol. Est-ce que chacun comprend la chose? Oui. Oui. Est-ce que chacun maintenant, c'est plus clair. C'est clair. Voilà. Donc, si c'est clair, vous comprenez. Donc, c'est pour ça que vous allez chercher traîneau. Si vous croyez que c'est le traîneau, non. Vous allez chercher longtemps. Donc, ceci montre que, d'ailleurs, une fois que vous avez identifié la charrue, qu'est-ce que vous faites? Quel est le pas suivant? On cherche les noms de la charrue dans les langues africaines. Voilà, c'est ce qu'on fait. Quel est le vocabulaire? Quel est le nom de ça? À quoi ça renvoie dans les langues africaines? Et vous avez donc une liste. Vraiment, à partir de là, il n'y a plus de discussion possible. On peut plus vous dire que ce n'est pas les Africains qui ont réfléchi, qui ont produit ce système. Parce que c'est la houe, c'est creusé. Hein, la charrue, bon, on ne dit pas charrue en Afrique, on va utiliser le nom de la houe. Pindi, etom, dinga, atum, creusé, dinga, etam, creusé, chokwe, temo. C'est ça qui est thème. Voilà pourquoi c'est translittéré, thème. Hein? Lim, parce qu'il y a des mutations phonétiques. Cultivé, nyaneka, et temo, c'est la houe. Shona, demo ou temo, c'est la houe. Bobangi, tima, c'est la houe. C'est oué, le fait de oué. Lori, otim, c'est creusé. Ngui, tam, c'est la houe. Nku, itema, c'est cultivé. Manda, lema, hein, mutation phonétique, c'est cultivé. Pende, temo, c'est la houe. Pende, dima, c'est labouré. Mputu, tam, c'est la houe. Congo, tima, boshi, otima, etc. Vous le voyez hein, autant que moi. Hein. Bassa, on dit thème. En bassa, thème, c'est creusé. C'est ça là. Est-ce que j'ai eu besoin de translittérer? Non. Pourquoi? Parce que j'ai identifié l'objet
Et à partir de cet objet, je suis allé au vocabulaire et ça me donne la solution. En bassin, on dit tima, être creusé. Kirombo, itema, c'est creusé. Disiriku en Angola, c'est temo, c'est là où. Disiriku, tima, creusé. Tezu, simu, creusé. Itani comme tim, creusé. Moshi, idema, cultivé. Ekegusi, rema, cultivé. Bukuzu, lima, creusé. En poulard, c'est remu, c'est labouré. Teke, temo ou teme, c'est là où. Bunda, etiam, c'est là où. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a la certitude que c'est ça le mot qui donne qui produit le système qui nous intéresse? Est-ce que vous voyez la réflexion qui est conduite et comment on arrive à un résultat en fait? Est-ce que En fait, ça veut dire que les scribes là, en fait, c'était des linguistes aussi. Mais bien sûr, enfin, oui, les Africains parlent, donc je ne dirais pas. Moi, j'ai une question. C'était des philosophes. Je préfère utiliser cette formule. Oui. Alors, ma question, c'est de savoir pourquoi, en fait, comment on est passé de la houe à la charrue. C'est le lien que je n'arrive pas à comprendre. Non, mais c'est l'action de labourer. C'est pour ça que j'ai mis cette image. C'est pour ça que… Attends, je vais présenter l'objet en contexte. Voici un personnage égyptien. Il est en train de labourer, de creuser le sol pour planter. C'est ce qu'il est en train de faire. Cet objet-ci, en Afrique, bon, on peut utiliser une houe, mais les mots de la houe renseignent sur ce qu'il est en train de faire. Parce que quand on dit creuser, houer, cultiver, labourer, c'est le même mot. C'est ce que j'ai montré avec le tableau. Voilà pourquoi on représente certes une charrue qui est tirée par des bovidés, mais le champ sémantique dans lequel se déploie le mot va vous montrer qu'en fait, c'est là où ça part de la houe et puis on fait des développements, labourer, cultiver, creuser. Voilà pourquoi on parle de la houe dans ce contexte. Parce que c'est un objet qui fait ce que la houe fait. L'usage permet d'aboutir à cette… Il y a une houe d'ailleurs au-dessus là. Oui, parce que c'est un champ. Oui, mais en fait, là, je veux dire, c'est que si on fait l'exercice, c'est pas évident de voir le lien entre la charrue et la houe, hein, si on n'a pas cette image-là. Non, tu vas voir, parce qu'il n'y a pas 100 000 mots. Si tu vas dans les langues des dictionnaires africains, tu vas chercher charrue, tu vas chercher longtemps, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir. Tu vas dire, mais pourquoi il s'appelle… On dit que la racine, c'est thème, et moi, je chose de charrue, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a peut-être des mots, mais enfin, c'est quelque chose qui va vous amener ailleurs. Vous allez plutôt penser à autre chose. Regardez à quoi sert l'objet. L'usage de l'objet, il sert à faire quoi? À creuser le sol. C'est un verbe d'action. Il sert à creuser le sol. Pour cultiver. Il sert à cultiver. D'accord? On peut même imaginer que la charrue, c'est juste une élaboration, une amélioration, entre guillemets, de la houe. Bien sûr. Évidemment, pour faciliter le travail des humains. C'est une innovation technologique, en fait. Mais à la base, ils n'ont pas commencé avec la charrue. C'est un développement qui vient ensuite. Mais c'est la houe. L'objet initial de base pour faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est la houe. Est-ce que tu vois, Serge? Quand tu dis que ce n'est pas évident, c'est sûr, c'est de la philosophie, c'est des hiéroglyphes, c'est une civilisation très, très sophistiquée dans ses productions culturelles. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'aisé. Mais ce que je dis, de mon point de vue, n'est pas très compliqué. C'est-à-dire, si tu as compris que le registre dans lequel évolue ce signe, c'est l'agriculture, tu vas t'orienter vers là et très vite, tu vas tomber sur les mots que je suis en train de présenter dans le tableau. Hein. Temo, tema, tima, c'est ça, tu vas trouver. En fait, la charrue, c'est une houe sophistiquée. Ou alors une houe, voilà, c'est une houe, quoi. C'est une houe. À la base, l'objet, c'est la houe qui permet de faire ce qu'il fait. Oui. Est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose? Parce que moi, je sais qu'en lingala, on utilise le mot Congo pour creuser. OK. Et on l'a toujours identifié à la houe. Oui, moi, je connais le mot la daba. Quand je grandissais, on appelait oui, daba. Daba, c'est malinké, c'est sonenké, effectivement. Ah bon? D'accord. Oui, daba, c'est un mot malinké. C'est malinké, c'est la houe en malinké. Mais il y a beaucoup de malinké partout, alors. Oh oui. Et les premiers. Mais non, mais vous devez quand même avoir en perspective la production phonétique. C'est-à-dire, ce n'est pas daba ici, même si conceptuellement, c'est la pensée symbolique qui est intéressante, oui. Mais si vous voulez comprendre ce qu'ils sont en train de dire, allez quand même à la vérification avec le rendu phonétique quand même. Hein. Sinon, allez aller dans tous les sens. Il faut identifier l'univers sémantique et
et rechercher l'homonymie dans cet univers sémantique-là. Ce n'est pas l'homonymie, c'est l'action. Regarde. Est-ce que les verbes que j'ai dit, par exemple, cultiver, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'on fait avec la charrue, labourer. La houe, ce n'est qu'un objet. Mais tu vois que le mot de la houe, c'est pour creuser. C'est aussi le verbe creuser, c'est le verbe cultiver, le verbe labourer. C'est le même mot. Oui, donc, je suis d'accord, mais là, on est dans l'univers sémantique de la charrue. En fait, on va pas rechercher charrue, le mot charrue forcément, mais il faut qu'on identifie des mots qui se rapportent à la charrue. Exactement. Et ensuite, à l'usage de l'objet en question. Et c'est l'homophonie qui va permettre de faire le tri. L'homophonie, oui, je peux le dire de cette façon, mais pas tout à fait, parce que l'homophonie ne permet pas de faire le tri. L'homophonie se situe à un autre niveau. Oh, ok, disons, je vais l'admettre comme ça pour l'instant, si ça te permet de comprendre, d'avancer, mais parce que l'homophonie intervient à d'autres occasions, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne fait que recenser le lexique, recenser le vocabulaire. Si tu trouves, par exemple, comme elle a dit tout à l'heure, Sylvie, Congo, hein, je crois que c'est ce que j'ai entendu, mais oui. Tu vois très bien qu'entre Congo et thème, il y a un écart, même si conceptuellement, c'est la même chose, parce que vous allez comprendre qu'il y a aussi la pensée symbolique derrière, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les mots sont différents que la projection symbolique n'est pas la même. Elle est la même, c'est sûr, c'est sûr. Mais au niveau du lexique, il faut quand même recenser les mots qui conviennent parce que ça permet au moins d'assurer une compréhension à la base cohérente, tout au moins. Parce que c'était quand même une civilisation localisée quelque part. Ils ne parlaient pas toutes les langues du monde. Ils avaient quelques langues comme dans tous les pays aujourd'hui en Afrique. Mais la pensée symbolique, bien qu'elle soit la même, il faut quand même avoir le bon mot. OK? Dibambari, oui. Au cours d'un exercice avec les stagiaires, ils cherchaient le mot du cœur et les mots du cœur se rapprochent beaucoup à Tim, Tem. Alors, je me demande pourquoi le script a choisi le créneau au lieu du cœur. Peut-être que là… Je vais t'expliquer ça clairement. Okay. Je vais t'expliquer. Parce que ce serait facile de faire un cœur, non? Non, ce n'est pas ça. Ce sont des philosophes. Ils sont en train de décrire quelque chose de particulier. Ce qu'ils décrivent, c'est ça. D'accord, ok. Si tu vas dans les campagnes au Burkina Faso, au Mali, tu vas voir ça. Okay. C'est l'agriculture. On parle ici du démiurge. Ça veut dire que le démiurge, c'est celui qui fait la civilisation. Si vous connaissez la position de l'agriculture dans la civilisation, dans la conquête du bien-être humain, vous comprenez pourquoi c'est d'abord un agriculteur, Atoum, celui qu'on appelle Atoum. Là. Voilà pourquoi c'est l'objet de l'agriculteur qui est mobilisé, parce qu'on sait que c'est l'agriculture qui permet la civilisation dans toutes ses dimensions. Ah, d'accord. Avec ça ou pas? Donc, il a fait exprès de choisir, il ne voulait pas le cœur, il voulait la charrue. Non, le cœur, c'est un autre niveau. Parce que tu vas comprendre, je veux procéder par étapes. Le cœur, on va en parler en long et en large, ce n'est pas un problème. Mais tu dois comprendre pourquoi on choisit la charrue. Parce que c'est une civilisation de sédentaires. Ce sont des sédentaires. Ils savent que la sédentarité, c'est la condition de la civilisation. Et or, pour être sédentaire, on doit être agriculteur. Donc, ils sont en train de vous dire que pour créer l'univers, pour faire organiser l'univers, vous devez commencer par l'agriculture. C'est ce qu'ils sont en train de… C'est une information essentielle pour comprendre comment l'humanité se civilise en réalité. Donc, ce n'était pas un choix, c'est pas un choix comme ça au hasard. Jamais. Jamais à ce niveau-là. Mais le hasard n'existe pas. Enfin, élimine ça de ton idée. Il n'y a jamais de hasard au niveau des signes. Ce sont des signes divins. Ce sont des signes sacrés. Jamais n'oublie qu'il fait ça comme ça parce que c'était un opportuniste. Jamais. Ça n'existe pas à ce niveau-ci. Jamais. Donc, ils savent très bien. On parle ici d'un démiurge. Quelqu'un qui est né, qui a observé le chaos et qui a décidé d'organiser son environnement pour faire ce que nous appelons aujourd'hui l'univers. Donc, ils vont reproduire ça à l'échelle humaine parce qu'ils savent qu'en fait, ce Dieu-là, c'est l'homme, en réalité. Parce que l'homme, pour organiser son environnement et faire la civilisation, il passe par l'agriculture. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, ça veut dire que la notion de Dieu, c'est une conquête du sédentaire. Parce que ici, nous parlons des textes des pyramides, c'est-à-dire la première fois où on a conceptualisé l'idée de Dieu sur Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les mots africains qui génèrent en fait toute la compréhension qu'on peut avoir ensuite. Hein, parce que c'est l'agriculture qui produit les temples, le calendrier, les mathématiques, tout ce qui existe et qui fait de l'être humain un être civilisé vient de l'agriculture.
Voilà pourquoi ils utilisent le symbole de l'agriculture pour nommer le démiurge, qui, accessoirement, correspond au nom du cœur. Maintenant, je vais parler du cœur, quand même, puisqu'on a abordé la question. Vous devez savoir que le cœur en Afrique, dans les conceptions africaines, c'est le siège de la pensée créatrice. C'est du cœur qu'émane la pensée en Afrique. Quand on dit Motema, Tema, c'est le nom de cette divinité. Quand on dit Motema en lingala, son nom, c'est Tem, c'est ça. C'est ça qui est Atum. Et le cœur, c'est le siège de la pensée créatrice. Et comme c'est un Dieu créateur, il a d'abord conceptualisé, il a d'abord pensé pour projeter. Ça veut dire que tout ce que vous voyez autour de vous n'est que le résultat d'une projection qui vient du cœur. C'est très important ce que je dis. Ça veut dire qu'en réalité, ça situe la question de l'aliénation. Quand vous êtes sous domination, vous faites et reproduisez un système qui ne vient pas de vous, c'est-à-dire de votre cœur, de votre pensée symbolique. Parce qu'en réalité, chaque être humain est capable d'organiser son environnement en fonction de comment il conçoit et pense. Mais cette pensée est liée au cœur. D'accord? C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous saisissez ces nuances, mais c'est important de comprendre que le grand mystère, c'est de savoir, mais est-ce que le nom de la houe qui sert à faire la civilisation et le nom du cœur, qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Parce que je vous ai dit que la spiritualité, c'est un alignement d'énergie. Donc, ça veut dire que tout ce qui va produire la civilisation a comme affinité, a comme socle le cœur. Tout, absolument tout dans les langues africaines. Si vous comprenez ça, vous allez devenir polyglotte. C'est-à-dire que vous allez vous rendre n'importe où en Afrique. Si vous comprenez comment les gens pensent ou comment ils parlent, vous allez comprendre ce qu'ils disent sans avoir le détail des mots. Mais la pensée symbolique, c'est celle-là. C'est-à-dire que les Africains s'expriment en accord avec l'univers, avec les lois universelles. C'est-à-dire nos langues ont l'avantage d'être alignées sur l'effectivité. La réalité palpable. La réalité concrète des choses. Ce n'est pas un hasard si le nom du cœur, c'est le nom de la houe. Parce qu'on sait que cette houe-là n'est que la projection matérielle de l'idée cœur. Parce que le cœur aussi, c'est un objet, mais il porte un nom. Donc, il n'est que la signature ontologique d'une vibration initiale qui est Tema. Donc, quand il y a eu cette explosion initiale pour créer cet univers qu'on appelle, disons, le Big Bang, le mot Tema qui a été prononcé à ce moment-là a pris les apparences de tout ce qui concerne la civilisation. Tout, absolument tout. D'accord? Est-ce que vous saisissez ce que je tente de dire? Oui, on a saisi, c'est magique. Ou ce n'est pas clair? Non, c'est clair, c'est clair. C'est très fort. Donc, ça veut dire oui, que… Alors, oui. Voilà, moi j'ai juste une question. Parce que bon, pour le moment, les Africains ne participent pas à des fouilles dans différents endroits en Afrique et même pas en Égypte. Mais si on remonte, parce que on constate entre autres que la plupart, beaucoup des symboles, et moi je dirais même la plupart des symboles utilisés dans les hiéroglyphes ne sont pas des objets, ne relèvent pas d'objets qu'on trouve dans l'ère géographique de l'Égypte antique. Absolument. Il y a voilà. Du coup, moi, la question que je me pose, si on va chercher dans les grottes, dans les épigraphies, dans les lithographies et autres, est-ce qu'on va pas déjà trouver toutes ces représentations avant l'arrivée au bout du Nil? On va nécessairement les trouver parce que c'est une population qui a migré d'une région qui se trouvait beaucoup plus au sud. C'est ce que disent les textes, c'est ce que disent les Égyptiens eux-mêmes lorsqu'ils parlent de leurs origines. Et il faut savoir que l'Égypte antique n'est qu'une colonie d'Éthiopiens. Mais la pensée symbolique, les principaux signes, c'est bien de le dire, c'est-à-dire même les animaux qui sont représentés dans le système hiéroglyphique ne sont pas des animaux qu'on retrouve en Égypte. Ça montre que cette écriture était déjà formée avant la naissance de cette civilisation. Donc, ça veut dire que beaucoup plus au sud, dans les régions des Grands Lacs, etc., le Soudan, on va trouver des éléments, naturellement, qui renseignent sur le déploiement de ce système d'écriture. C'est évident, évidemment. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, c'est bon. Donc, c'est ça. OK? Donc, c'est important de comprendre, de prendre la chose par le bon bout. C'est l'agriculture, c'est la base. Avant d'imaginer Dieu lointain, barbu au ciel, comme on le fait, ça, c'est des caricatures.
Et vous voyez qu'il n'y a pas un détachement. Avec l'homme, l'être humain, c'est un demi-urge. Fondamentalement, l'enfant qui naît, qui vient au monde, c'est un demi-urge. Parce qu'il vient réorganiser, il vient organiser le monde, l'univers. Il sort le monde du chaos en organisant son environnement. C'est ça qu'on appelle la civilisation. Et c'est une signature éthiopienne, africaine, fondamentalement, avant toute autre forme de discussion. Parce que ces mots que nous prononçons là apparaissent dans les textes des pyramides, à une époque où il y a certains peuples aujourd'hui qui se gargarisent d'une religion quelconque qui n'existait pas encore sur la surface de la Terre. Donc, ils ne peuvent pas ensuite venir dire aux Africains qu'ils vont vous enseigner Dieu. Même si aujourd'hui, nous avons perdu la mémoire, il faut comprendre que le cœur, c'est le siège de la pensée créatrice. Ce n'est pas le cerveau, comme on croit, on dit intelligence, c'est le cerveau. Non, ce n'est pas ça. Le cerveau n'est qu'un, comment dire, une excroissance du cœur, si on veut, qui communique de cette façon certaines informations. Mais un émetteur, récepteur. Oui. Ce n'est qu'un calculateur, le cerveau. C'est ça. Parce qu'en réalité, je veux même être beaucoup plus précis par rapport à ça, parce que vous pouvez vous étonner que mais comment est-ce qu'on pense avec le cœur? Non. Mais en réalité, vous devez savoir que c'est parce que le cœur, c'est le seul organe qui vibre, que nos ancêtres ont identifié comme étant le siège de la pensée créatrice. Parce que dès lors qu'il y a vibration, ça veut dire qu'il y a intelligence. Et comme le cerveau, ne vibre pas, et que le cœur, lui, il bat, donc il a une cadence, il vibre, ça veut dire qu'il est intelligent. Donc, ça veut dire c'est lui qui est intelligent, en fait. Et c'est lui qui anime, en fait, toute la création. Parce que dès l'instant où il y a une vibration, ça veut dire qu'il y a la vie. Parce que la vibration... Alors, il y a quelqu'un qui déplace... il faut juste arrêter de fermer le micro, c'est plus facile. Donc, dès l'instant où il y a vibration, ça veut dire qu'il y a nécessairement organisation. J'ai souvent pris l'exemple... du sable et de la musique, des baffes, ce genre de choses. Quel que soit le son qui joue, si vous posez du sable sur une table et qu'il y a de la musique qui joue fort, vous allez voir se déployer des formes géométriques. C'est ce que fait le démiurge. Dès l'instant où il y a vibration, il y a organisation. Et puisque le cœur, c'est le seul organe qui vibre, c'est de lui nécessairement qu'émane l'intelligence. Voilà. C'est pour cette raison qu'on peut aller à la critique, par exemple, de Senghor, qui prétendait que la raison est hélène et l'émotion est nègre. Parce qu'il dissocie l'émotion de l'intelligence. C'est une erreur fondamentale. Philosophiquement, ça ne se tient pas. C'est-à-dire, un Africain trempé dans sa religion sait que danser, c'est être intelligent. Parce que c'est la vibration. Il le sait fondamentalement. Ça commence d'abord par la vibration. Donc, ce n'est pas cette froideur qu'on imagine dans le cerveau qui est le signe de l'intelligence. L'intelligence est dans la course, la danse. Et vous voyez que ce sont des lieux où se distinguent particulièrement les populations mélanisées, parce que la mélanine fait partie du registre de la vibration, évidemment. Donc, l'intelligence aussi, objective. C'est pour ça que quand on calcule le QI, on imagine que c'est au cerveau. Bon, ceux qui y croient, je ne sais pas. Mais il faut bien comprendre qu'à ce jeu-là, si vous comprenez comment l'univers fonctionne, vous ne pouvez pas vous tromper quant au résultat auquel vous êtes censé aboutir. Parce qu'on ne peut pas vous dire que parce qu'un peuple aime la danse, il n'est pas intelligent. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est ceux qui ne savent pas danser qui ne sont pas intelligents. Ça, c'est clair. On peut le dire de cette façon parce que comme on est, comme on vibre, c'est comme ça qu'on est en résonance avec l'univers. Ça, c'est clair. Donc, il faut vraiment saisir ce bout-là. Parce que c'est essentiel pour comprendre que nos ancêtres ont mis dans ces objets relativement sains beaucoup d'informations qui permettent de recentrer les choses et d'éviter des idéologies qui nous mènent à des culs de sac, en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Bon, je pense que c'est clair. Sauf, C'est clair. OK. C'est clair. Donc, on va donc aller rapidement questionner la philosophie du hiéroglyphe. Parce que je vous ai dit que c'est de cette divinité qu'émanent les signes, cette divinité qu'on appelle Atum. Bon, je vous ai dit que on va commencer par le démiurge. Et effectivement, j'ai dit qu'on allait parler du cœur, donc je ne vais plus insister ici parce que c'est son nom. On va dire Tema. Mon Tema, c'est le cœur. Il y a des variantes. En Douala, c'est Moulema, etc. C'est le même mot. En Kikongo, on dit Chima, méditer, penser. En Chiluba, Chima, c'est le cœur, c'est le foie, c'est la conscience. En Kikongo, on dit Chimi, c'est la pensée. Simi, c'est la pensée. En Kikongo, Tima, c'est la volonté. Donc, vous voyez que ce sont des concepts qu'on ne peut pas représenter autrement qu'avec un objet, précisément, que tout le monde sait identifier. Dès l'instant où vous avez le mot « Temo », vous atteignez tous ces concepts. Mais il faut passer par l'identification du mot et par la preuve que c'est une pensée symbolique africaine qui est en train de se déployer.
Et là, ça évite même de discuter longtemps parce que ceux qui pensent que on va encore être à questionner la couleur de peau des anciens Égyptiens, c'est parce qu'ils sont dans l'histoire dans le siècle. C'est le siècle qui veut ça, hein, qui nous impose la question de la racialité, mais on n'est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire pour démontrer que cette civilisation est une civilisation africaine, ça ne se discute pas à ce stade-ci. Les Arabes ne disent pas Kémo pour dire la ou. Jamais, ça n'existe pas. Donc, il faut bien savoir que ça procède d'une pensée d'un peuple. Et c'est ce peuple qui a fait la conquête du divin. Donc, c'est clair. Donc, c'est le démiurge, c'est le cœur. C'est lui qui est la source de tout. Il ne faut pas imaginer Dieu lointain quelque part, je le dis toujours, parce que nous sommes à l'image de l'univers. Comme l'univers a été créé, c'est comme ça que nous fonctionnons sur Terre. Donc, d'où la question de l'indépendance, de l'organisation de la société en fonction de ses intérêts, de la manière dont on perçoit les choses, et ça permet d'éviter les influences néfastes. Ça évite de vous déplacer de votre centre de gravité. Ce sont des choses essentielles qui nous rattrapent. Dès lors qu'on comprend cela, on comprend qu'on ne peut pas toujours être à la remorque des concepts qui creux, qui ne mènent à rien, quand nous avons, nous, conceptualisé des choses essentielles qui tiennent sur 3 millénaires. Je veux dire, il faut quand même le comprendre. Donc, ça, c'est pour la première chose, c'est le cœur. Ensuite, nous avons la solitude. Pourquoi on dit qu'il est seul? Ici, là, je ne vais pas dans le détail. Je vous dis simplement que c'est son nom. Tout ce qui va arriver pour décrire cette divinité, ce n'est que son nom. En lingala, on dit Tema. Pour dire cœur, en Kikongo, c'est Sima, c'est méditer, c'est penser, c'est le même mot. En Chiluba, on dit Chima, c'est le cœur. En Kikongo, Chimi, c'est la pensée. Mais en Ewondo, au Cameroun, par exemple, on dit Etam. Etam, hein, c'est la solitude. Et Tetam, c'est être seul. Je pense que voilà, c'est ce que je présente d'ailleurs ici. Etam, solitude. Memien Etam, moi seul. Etam, seul. Etam, tout seul. Et Tetam, c'est son nom, c'est ça, Atum. D'accord? Donc, vous voyez qu'on ne dit pas toujours Atum et que penser Atum vous limite. Si vous imaginez que vous avez lu Atum dans un texte et vous avez compris, vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, vous n'êtes même pas encore entré dans le temple égyptien, vous êtes encore dehors en train de brailler. Parce qu'en réalité, c'est quand vous avez percé le sens du signe que vous rentrez en communication avec la divinité. Vous comprenez que mais, ça ne se limite pas à un simple nom quelconque dans une cosmogonie. Non, ça nous rattrape parce que les mots existent encore aujourd'hui. Ça montre qu'il y a une certaine stabilité, même au niveau des mots, des langues africaines. Elles n'ont pas tellement changé. Elles n'ont pas tellement changé puisque c'est encore une réalité aujourd'hui. On dira pourquoi il est seul, pourquoi il n'a pas de père, pas de mère. C'est toujours le même mot. Sans père, sans mère, enfant. Enfin, ce n'est pas le fan, c'est le bambara. On dit atime, yatime, c'est l'orphelin. Enfant, on dit etam pour dire seul. Mais on dit atime dans les langues mandingues pour dire l'orphelin, celui qui n'a pas de père, celui qui n'a pas de mère. On pense habituellement que c'est un mot qui vient de l'arabe yatim ou de l'araméen itama, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que vous avez le signe qui est ici, qui est africain et qui est solutionné par les mots du cœur dans les langues africaines. Donc, on ne peut pas vous dire que c'est un mot emprunté, que le bambara a emprunté à l'arabe pour dire l'orphelin. C'est le contraire qui est vrai, ce n'est pas l'inverse. Sauf qu'aujourd'hui, on a ce réflexe parce qu'on pense que, puisque islamisé, on croit qu'il faut donner une préséance à l'arabe puisque c'est la langue avec laquelle on prie, avec laquelle on fait. Donc, non. Mais c'est l'inverse qui est vrai. En bambara, on dit yatim, c'est le nom de l'orphelin. En swahili, c'est yatima, pour dire celui qui n'a pas de mère, celui qui n'a pas de père. Donc, vous voyez qu'à la suite de cela, je n'ai pas besoin, moi, de faire un discours libre sur Atum. Il suffit que je comprenne comment s'appelle le signe directeur pour avoir toute une dissertation intelligente sur la divinité. C'est simple, c'est son nom. Il dit ce qu'il est. Donc, on n'a pas besoin d'autre chose. On peut se passer d'interprétation. C'est clair, on se passe d'interprétation, ça c'est clair. Parce qu'il dit ce qu'il est. Pourquoi il est. Donc, voilà pourquoi il est le démiurge. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. C'est ça Dieu, en fait. Okay? Et bien sûr, c'est le cadavre. Là, c'est des dimensions autres qui se rattachent à la religion, l'importance des défunts, des ancêtres. Mais c'est ça, c'est son nom, Ndem, Ndim, Ndem. Ici, c'est des aspects que je n'aborde pas, mais c'est aussi le thème de la noirceur. En Soussou, par exemple, une langue de Guinée, on dit Dimi, c'est l'obscurité. En Bassa, Ndim, c'est être aveugle. Donc, c'est un thème aussi qui rejoint le nom de l'Égypte pharaonique, mais c'est un aspect que je n'ai pas voulu aborder aujourd'hui. Parce que tout cela est lié à la civilisation. Donc, nécessairement, on va toucher à cette civilisation qu'on appelle la civilisation égyptienne. Si on parle d'agriculture, elle s'est particulièrement distinguée dans l'histoire par, justement, la maîtrise qu'elle avait de la science agricole. Ça, c'est cela. Donc, c'est le cadavre.
hein, le défunt, le cadavre, parce qu'on fait beaucoup, c'est les ancêtres, etc. On travaille beaucoup avec ces concepts en Afrique quand on touche à la divinité, bien sûr. Ce n'est pas un hasard. Bien sûr, c'est Dieu. Ici, ce ne sont que quelques exemples. Donc, à l'ouest du Cameroun, en Yemba, langue bamileke, on dit Ndem. Ndem, c'est Dieu. On dit Ndem, Ndam. C'est ça qui est Atum. D'accord? Mais c'est le nom du cœur, c'est la vibration. Le principe ontologique de ça, c'est la notion de vibration. Parce que le cœur, fondamentalement, vibre. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. OK? J'ai une préoccupation par rapport à la graphie initiale. Là. Vu qu'on a compris la signification de sens directeur, là, ici un directeur, maintenant, il y avait ça, il y avait du bout et puis il y avait le déterminatif. Oui. Oui. En gros, là, si on analyse, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a compris. Si on analyse la graphie dans son ensemble? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ce que je suis en train de dire là. Le sens de ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, tu peux dire Atum, c'est le cœur, le centre. Parce qu'il y a aussi la notion de centre qui rentre en ligne de compte, le milieu. Parce que. Oui. Je veux comprendre l'hibou là. Oui, le hibou dans le système hiéroglyphique, mais je ne voulais pas aborder cette question parce que. OK. Mais le hibou dans le système hiéroglyphique rend compte de la notion de centre, de milieu. C'est une proposition de lieu, de centre. Quand on exprime le milieu en égyptien pharaonique, on utilise l'image du hibou. Hibou, OK. Voilà. Donc, le cœur, c'est au milieu. Oui, c'est ça l'idée. C'est l'idée qui domine ici. C'est pour ça qu'on parle d'atome. Quand on dit un atome, le mot atome vient du grec atomos, qui veut dire insécable. Mais l'atome, c'est ça, c'est ce qui est au centre, au milieu. C'est l'idée qui est recherchée. Le concept qui est recherché, c'est ça. Thank you. OK? Donc, il ne faut pas s'attendre, parce que je sais qu'on s'attend peut-être souvent à des choses cachées, mystérieuses. Non, c'est le cœur. Atum, c'est le cœur, dans toutes ses dimensions. Dans toutes ses dimensions, c'est le cœur. C'est-à-dire le siège des sentiments, la vibration, tout. Donc, c'est pour ça que c'est à partir de cela qu'émane l'univers. Oui. Adi Bombari, Atum, ça me fait penser aussi le mot thème, T-H-E-M-E, le thème d'une discussion, c'est donc le cœur d'une discussion. Oui, absolument. Il faudrait questionner l'étymologie, mais ça procède vraisemblablement, probablement d'une étymologie africaine. Hein. Oui, parce que les mots qu'on emploie aujourd'hui viennent de quelque part, effectivement. OK. Et c'est aussi le thème du temps, mais c'est le dieu du temps, mais je n'ai pas voulu aborder ces questions non plus parce que non, je ne dis pas le temps en français. C'est-à-dire que Tima, c'est un thème qui se rapporte au temps, le temps parce que c'est la cadence, okay, au sein des langues africaines. Ouais. OK, donc si ça, c'est clair, on parlera brièvement donc de la naissance des générations divines parce qu'on a compris que c'est du cœur qu'émane en fait, donc cette divinité, Chou, Tefnout, etc. C'est le cœur qui est la base. Concrètement, c'est de ça qu'on parle, même si on va enrober ça dans un discours philosophique se rapportant à la notion de Dieu qui est en apparence lointaine. En réalité, nous parlons du cœur. Donc, chaque être humain a cette vocation-là d'être un démiurge, d'organiser l'univers, parce qu'il est à l'image de Dieu, entre guillemets. Ce n'est qu'une répétition du même schéma. Est-ce que le Ndem, là, c'est ça qui donne le Nzambe aussi? Oui, mais oui, c'est Nzambi. C'est ça. Ils disent Ndem, mais chez les États, on va dire Nzamu, Nzama, Nzama. Zama, c'est la même chose. Ce n'est qu'une mutation du D. C'est le même mot. C'est la même divinité. C'est Nzambi, c'est la même chose. Sauf que, voilà, c'est exactement de ça qu'on parle. J'ai une question là. Parlant du cœur, là, par rapport de vibrations et tout, nous, les êtres humains, on a du cœur, mais les animaux aussi, ils ont des cœurs, ils vibrent. Oui. Mais c'est ça. Mais on n'a pas la même dimension, parce que les autres, on dirait qu'ils ne créent pas dans le sens que nous, on tout à fait raison. Ce n'est qu'une question. En fait, la philosophie africaine répond à cette question de manière tout à fait remarquable parce que dans les philosophies africaines, notamment la philosophie bantou, on classe. Il y a 4 catégories. Il y a le Muntu, le Kintu, le Antu et le Kuntu. Bon, c'est des choses. Kintu. Voilà. Mais les animaux sont dans le Kintu, c'est-à-dire la chose. Ils sont considérés.
Parce que Dieu et les ancêtres et les humains sont des Muntu, c'est-à-dire ils sont ensemble. Et en fait, la racine, c'est Ntu, qui est aussi le nom du cœur, notamment dans les langues bamileke. On peut dire Ntim, Ntu, pour dire le cœur. Mais c'est toujours la même chose. Okay? C'est de l'être humain que nous sommes en train de parler, mais avec l'idée que c'est le cœur, le sang. Voilà pourquoi il y a eu dans le discours philosophique l'idée selon laquelle l'homme était le centre de l'univers, etc. Ce genre de choses. Bon, quand on comprend mal la chose, on peut aller à des catastrophes, mais il faut bien recentrer la chose. Non, les animaux ne font pas partie, ce ne sont pas des demi-urges au sens, même s'il y a des oiseaux qui conçoivent des choses extraordinaires, hein, le nid, il faut quand même penser une forme d'intelligence manifeste, mais nos ancêtres, en tous les cas, pour ce qui concerne la philosophie africaine, classent les animaux dans le Kintu, c'est-à-dire dans le Nyama, c'est-à-dire c'est une énergie qui est au service des humains, justement, pour faire un ensemble de choses. On va dire ça comme ça. OK. Merci. Donc, alors, Atum a plusieurs modes de création pour parvenir à rendre compte donc de cet univers qui est le nôtre. Il y a plusieurs manières, en fait, plusieurs thèmes qu'on aborde dans ce contexte. Le premier, bien sûr, c'est la masturbation. On dit qu'il a formé l'univers Shu, Tefnut, à partir de la masturbation. Et il y a donc des textes qui sont traduits par des égyptologues. Cet Atum, celui qui est venu à l'existence, celui qui se masturba à Héliopolis, il mit son phallus dans son poing pour s'en faire jouir, et les deux enfants, Shu et Tefnut, ont été mis au monde. Bon, il faut comprendre que c'est simplement son nom. Hein? Poulard, c'est Remou, labouré, mais c'est le nom du mari et du sperme dans les langues africaines. En Tchuluba, on dit Mouloumé. Hein? Le mari, le sperme, Ilema. C'est son nom, c'est le nom du cœur. Voilà pourquoi on utilise des images comme ça. Mais tout ça, ça veut dire que c'est du cœur qu'émane la création. Il ne faut pas être impressionné parce que souvent, les égyptologues vont donc multiplier des choses comme ça et faire des discours à n'en plus finir quand c'est seulement le nom du, c'est seulement le nom du cœur. C'est tout. Roumé, ça veut dire labourer. On l'a vu tout à l'heure. Remou, en poulard, c'est labourer, hein, cultiver. C'est ça. Ndomé, c'est le mari. C'est Ndem, Dom. C'est ça. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, ça, c'est pour la masturbation. On va également vous dire que les humains sont le produit des larmes d'Atum. Quand vous allez au mot pour dire la souffrance, souffrir, les larmes, y compris dans les langues sémitiques, c'est encore son nom. Hein. Le Ankakabi, on va dire Doumé. Le Poto-Bantou, c'est Doumi, c'est la douleur. Voilà pourquoi le texte cosmogonique dit que l'humanité est née des larmes d'Atum. En copte, on dit Rimi ou Limi pour dire les larmes. Mais Rimi, Limi, ce sont des structures phonétiques identiques au thème que je suis en train d'aborder ici. La peine, la douleur, Dimi, c'est ça, c'est toujours son nom. J'espère que vous n'avez pas de difficulté à ce niveau parce que là, vraiment, à la suite de cela, tout cela sort naturellement. Vous allez lire un texte, voilà, et il suffit simplement de considérer la chose dans les langues africaines pour comprendre. Donc, ici, j'ai voulu me limiter à ça parce que je sais que ici, on arrive au terme, sauf s'il y a encore quelques questions. Et j'ai voulu vous décrire, vous donner donc un exercice à réaliser parce qu'il y a d'autres modes. Le mucus nasal, le crachat, la sueur. Pour le mucus nasal et la sueur, j'ai dit, bon, ça peut être compliqué pour vous parce que c'est une question de compréhension. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Mais ceux qui ont le temps peuvent pousser. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous me fassiez une petite note, 1 ou 2 pages, pas plus, hein, sur ce que vous avez compris de ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est-à-dire, qui est Atum? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on a dit? Et que vous me produisez une relation entre Atum et le crachat, parce que c'est un des modes privilégiés d'Atum pour créer l'univers. On dit qu'il a craché Shu et Tefnut. Donc, pourquoi on le dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est ce à quoi je souhaite que vous appliquiez votre réflexion pour que vous puissiez, à la suite de cela, non seulement nous faire un résumé en 1 ou 2 pages, je l'ai dit, hein, sans plus, de ce que vous avez retenu de cet échange. Parce que vous devez pouvoir être à l'aise dans la description de tout ce qu'on a pu dire concernant l'agriculture, concernant le cœur, la vibration, bref, un ensemble de choses. Donc, et essayez, je ne sais pas si vous allez y parvenir, mais en tous les cas, je l'espère, de nous expliquer, de m'expliquer à travers donc, ce texte, parce qu'on va le revoir bien sûr la prochaine fois, de m'expliquer quelle est la relation qui peut exister entre cette divinité qu'on appelle donc Atum et le crachat. Pourquoi on dit qu'il a craché Shu et Tefnut? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important. C'est pour ça que j'insiste
Parce qu'à travers cela, vous allez comprendre quelque chose de fondamental concernant justement cette divinité et la compréhension qu'on peut avoir de ce que c'est que vraiment, parce que Tefnut Tiamat, c'est elle-même.